J'y croyais absolument pas. Pour moi, l'hypnose, c'était des acteurs, des crises d'hystérie, c'était du fake. Je me suis retrouvé entre deux tréteaux avec un mec de 100 kilos de boue sur moi et en fait, pour moi, c'était une bouteille d'eau, c'était extrêmement léger. Je me suis dit, ouais, c'est dingue. J'en fais rentrer une dans un état de transe et là, on me dit, ouais, mais c'est normal, c'est parce que c'est une aide-soignante. T'es son chef, elle est moins intelligente, elle est plus faible. J'y crois pas. Je me suis dit, si j'arrive juste à coller 2 doigts d'amis en soirée une fois, ma formation elle aurait été rentabilisée, c'est génial. En fait, dès le premier soir, j'ai collé quelqu'un au sol et tout le monde m'a regardé. J'étais le premier à tomber sur les fesses et de me dire, ah, en fait, c'est un pouvoir de ouf. Globalement, je pense qu'en l'espace de 6 semaines, tout le service y était passé. La première vraie expérience où j'étais pas du tout encore formé à l'hypnose médicale, ça a été une fois sur l'intervention de SAMU où une jeune femme avait une fracture luxation de cheville. Et la première chose qu'elle nous dit, c'est, ah mais moi je veux pas de perfusion, je veux pas de médicaments. Et là, mon infirmière de l'époque qui se retourne vers moi, qui me dit, mais JB, tu veux pas faire ton truc là que t'as fait à la soirée de service? Avant de démarrer cet épisode, petit rappel, le podcast que vous allez écouter a été enregistré ici, chez 360 Prod, c'est une société dont je suis le fondateur. Et si vous aussi, vous voulez lancer votre podcast, tourner une formation en ligne ou créer du contenu court ou long dans des conditions pro, vous avez un lien en description de l'épisode pour réserver votre session. Et en termes de tarifs, on commence à 99 € de l'heure, TVA comprise. On prépare tout avant votre arrivée, vous enregistrez et vous repartez avec vos vidéos, vos audios et un pré-montage complet. Et évidemment, on peut vous accompagner à 100% en prenant en charge le montage, les formats courts, les miniatures et votre charte graphique. Sur ce, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet et moi je vous souhaite un bon épisode. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on accueille JB au studio, c'est un médecin pas comme les autres, il est hypnotiseur, il fait de l'hypnose de spectacle, il utilise aussi l'hypnose aux urgences parce qu'il est médecin urgentiste dans un hôpital en Savoie. Ça va être très intéressant, il va nous raconter aussi un petit peu pourquoi pas son côté business, pourquoi il faut plutôt prendre soin de sa santé avant d'utiliser des médicaments. Donc installez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi. On est parti pour cet épisode avec JB. Ça va? Je t'ai bien introduit JB? Je trouve que c'est une parfaite présentation, on a eu tous les mots-clés qu'il fallait. Eh ben impeccable. Bienvenue au studio. D'ailleurs, t'as pu visiter un peu, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben ça me fait super plaisir de le découvrir parce qu'on s'était rencontrés justement sur une soirée où j'avais fait une conférence, pas mal échangé depuis, quelques projets aussi en commun et ça me fait plaisir justement de voir ce beau studio qui est bien décoré et qui est idéalement situé dans de belles montagnes. Eh ben, je suis très content en tout cas de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours? D'où tu viens, comment t'as commencé, comment t'en es venu à devenir médecin, le déclic, s'il y a eu des déclics, etc. Alors en fait, moi j'ai eu un parcours qui était à la fois très typique et pour autant extrêmement atypique aussi dans la fond et dans la forme. En fait, moi, la médecine, j'ai baigné dedans dès mon plus jeune âge. Mon papa étant médecin et chef de service en orthopédie, rééducation et en médecine du sport. J'ai fait du motocross à haut niveau petit. Donc, en fait, j'ai toujours vu mon papa s'occuper des personnes qui se blessaient, que ça soit moi, que ça soit mes collègues, que ça soit réduire des luxations d'épaule au bord de piste parce que ça se faisait encore à l'époque. Et mes premiers contacts et souvenirs de la médecine, c'est quand j'étais petit, que ce soit les moments que je passais dans le bureau de mon papa ou sinon à la maison où je jouais avec des seringues et des aiguilles et je m'amusais à injecter de l'eau dans les fruits parce que pour moi, c'était un peu ça la médecine. Et ce qui faisait d'ailleurs que les fruits étaient tous pourris à la maison. Mais donc, j'ai toujours baigné dans ce monde médical et cette volonté, en fait, depuis le plus jeune âge, de me dire, plus tard, je veux faire comme mon père, je veux être médecin. Donc après, j'ai fait un parcours assez classique, un bac S, un bac correct, mention bien au bac. Avec, pour la petite anecdote d'ailleurs, parlons-en déjà sur le côté un peu atypique, j'avais reçu un mail de post-bac à l'époque qui m'avait dit... Parcoursup aujourd'hui. Voilà, Parcoursup, qui me déconseillait fortement de faire médecine parce que je n'avais pas les capacités pour. Et simplement basé sur mes notes, alors que pourtant, j'avais eu 17 en physique-chimie, 15 en maths, j'avais des notes très correctes. Et SVT peut-être SVT, non, pareil, j'avais vraiment eu j'avais 15 de moyenne au bac, donc globalement, je crois que ma bonne note, c'était le français parce que j'étais pas très très bon à l'écrit. Okay. D'ailleurs, comme quoi on peut être médecin sans être très très bon en écrit de français. Et par chance, mon père me dit, mais écoute, on s'en fout, tu vas tenter médecine, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, franchement, avec des notes comme ça. C'est ça. J'étais l'élève moyen, pas le super élève, mais j'étais dans le moyen plus, donc il n'y avait pas forcément de raison. Bac S, 15 de moyenne un peu partout. C'est ça. Et en fait, ça va bien. Hein. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait ces notes-là. Hein. On est d'accord. Et j'ai fait S aussi. Voilà. Donc moi, perso, pour te dire, j'ai eu toutes les spécialités là, à part SVT où j'ai eu 12. Okay. Maths, j'ai eu 7. Physique-chimie, j'ai dû avoir 8. Ah oui, donc oui. J'étais pas un bon élève. Et pareil, j'ai été refusé de tous mes BTS audiovisuels parce qu'ils m'ont dit les notes, ça va pas. Et du coup, j'ai fait une fac de maths informatique par défaut. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la vidéo. Enfin bref. Et comme quoi on arrive non, mais franchement, 15 de moyenne. Voilà, il n'y avait pas de raison. Absolument pas. Donc là-dessus, en plus, nous les hommes, on a tendance à être matures un peu plus tard. Donc j'ai fait en fait une année avant de commencer médecine. J'ai d'abord fait une année de fac d'anglais.
parce que j'étais déjà bilingue en anglais, ça me demandait pas trop d'efforts. Et vu qu'à l'époque, c'était un peu différent de maintenant, les études de médecine, tu pouvais essayer que 2 fois la première année. Mais au bout de la 2e année, c'était parfaitement éliminatoire si tu n'avais pas réussi. Et une fois de plus, la chance d'avoir un bon entourage familial qui m'a dit, écoute, prends un an un peu pour grandir, être sûr si vraiment tu veux faire médecine ou pas. Donc ça a été une année où surtout j'ai fait beaucoup de sport, pas mal de sorties, on va pas se mentir. Et j'ai découvert quand même la médecine et je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc derrière, en fait, je suis parti sur les années de médecine. Première année, je rate de 60 places. Donc pour donner un estimatif, à l'époque, on était à peu près 1700 à Grenoble où j'ai fait ma fac. Ils en prenaient 170. C'est quoi en fait, tu déposais une candidature ou alors tu passais Non, en fait, vu que épreuve. c'est la fac, tout le monde est admis, Ah oui. en fait. Et derrière, en fait, c'est un concours qui passe en 2 temps. Il y a 2 épreuves, une en décembre et une en juin, où globalement, on te demande d'apprendre des annuaires par cœur. Ok. Je me souviens à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'est que je m'étais dit, c'est marrant, 2 mois de cours de médecine, c'est mon année entière de terminale. Et déjà, je trouvais qu'on avait beaucoup de choses à apprendre pour le bac. Et en fait, là, ça avait rien à voir, quoi. Et c'est vraiment, à l'époque, en tout cas, maintenant, je sais plus exactement comment c'est, mais c'était une sélection bête et méchante, c'est-à-dire que c'était du par cœur. Okay. On allait te piéger sur des tournures de phrases, sur des mots-clés, c'était pas sur la compréhension globale, mais vraiment, on voulait tester la capacité. Tout ce que exactement. À juste recracher des choses que t'as ingurgité pendant des heures avant. T'as vu le film première année ? Exactement. Et qui m'a vraiment touché parce que c'est ça. C'est un film qui est extrêmement bien fait et c'est exactement ça, quoi. D'ailleurs, aussi Hippocrate en film qui est dans le même film. Ok, je l'ai pas vu celui-là. Donc je rate de peu la première année, un peu déçu de faire. La question se posait, je me suis dit est-ce que je continue ou pas parce que c'était une année à bosser entre 12 et 14 heures par jour. C'était vraiment un rythme odieux. Où je m'écoutais pas, où je voulais faire comme les autres parce qu'on se disait celui qui bosse le plus. Mais t'étais très sérieux. Très sérieux. Okay. Ouverture, fermeture de la bibliothèque, donc 8h, 22h tous les jours, la question se posait pas, quoi. Et 2e année, j'ai réintroduit un peu plus de sport, un peu plus de temps libre, un peu plus de moments pour respirer. Je pense qu'on sera amené à en discuter tout à l'heure aussi sur justement cette optimisation. 2e année, du travail. tu choisis ta spécialité, c'est ça ? Alors, première année, pardon. Donc, oui, parce que j'ai doublé ma première année. Du coup, j'ai doublé ma première année où là, à l'inverse, j'ai fini, je crois que je me souviens encore de mon classement, je crois que j'avais fait 64e, donc j'étais très bien classé. Et en effet, après, tu passes en 2e année. Et c'est là la beauté un petit peu en France, c'est qu'une fois que tu passes en 2e année, tu es sûr que tu seras médecin. Tu sais pas quelle spécialité tu vas faire, mais tu es sûr d'être médecin. Et donc médecin, si on peut définir, parce que il me semble que après ça dépend des spécialités, mais si tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe à ce moment-là. Parce qu'en fait, tu es appelé et tu peux choisir un peu. Alors ça, c'est la 6e année en fait, justement. Ok. En fait, de la 2e à la 6e année, tu apprends la médecine en général. Tu vas faire des stages à l'hôpital où on considère que tu es externe des hôpitaux, donc tu apprends l'examen clinique, tu apprends le raisonnement médical et en même temps, en parallèle, tu travailles à la fac, tu as des cours. Et donc, pendant ces 4 années, on te forme à la médecine. On estime d'ailleurs qu'à la fin de la 6e année, quand tu vas passer ce fameux concours d'internat, donc le concours d'internat, on prend à peu près les 10 000 personnes qui ont réussi médecine, mais ce coup-ci en France, non plus par région, et on fait un concours national. Donc, ils aiment bien dire, on prend la crème de la crème et on refait un nouveau concours avec tout ça. Et c'est à l'issue de ce classement où tu vas du coup en effet pouvoir choisir ta spécialité et ta ville. Le premier va choisir la spécialité qu'il a envie dans la ville qu'il souhaite, le 2e, le 3e, etc. Et le 10 000e prendra en fait ce qu'il reste. Ce qui reste, ouais. Et c'est une année en fait qui est presque pour le coup beaucoup plus dure que la première année. Parce que même si tu es sûr d'être médecin, t'aspires à certaines envies de spécialité ou de vie. Bah oui, au bout de 6 ans, tu te dis, putain, là, en fait, moi, j'adore ce domaine-là, j'ai vraiment envie, je sais pas, d'être chirurgien ou... Exactement. Ah, chirurgien, c'est... Non, mais t'as mis le doigt dessus avant, c'était la chirurgie qui partait très tôt. Mon année, c'était plus la cardiologie, la néphrologie. Et maintenant, on a un revirement, on a tendance à voir que c'est quand même plutôt la médecine générale qui part de plus en plus vite. Parce que il y a des raisons à ça La qualité de vie. La qualité de vie, parce que les gens, c'est aussi générationnel, en ont marre en fait d'être pressés par le système, que ça soit le système de santé et aussi certaines discordances qui sont en train d'être ajustées parce qu'ils ont un peu changé. Moi à l'époque c'était les ECN, maintenant ça a encore changé de nom où on a inclus un peu de clinique dedans. Mais il faut savoir qu'en fin de 6e année, on considère que tu connais 80% de toutes les spécialités, que tu es le meilleur médecin théorique que tu ne seras jamais. Et ensuite, lors de tes années de spécialisation, tu vas te spécialiser dans certains domaines. Mais paradoxalement, à aucun moment, ton choix de spécialité est basé sur tes compétences à faire cette spécialité. Je m'explique. Quelqu'un qui va faire de la chirurgie, et ben en fait, il va passer le même concours écrit que tous les autres. Mais il n'y a aucune épreuve manuelle, par exemple. On peut imaginer qu'un chirurgien il doit être très bon de ses mains. C'est sûr, quelqu'un qui
et de base manuel sera plus intéressé par la chirurgie. Moi, je ne l'étais pas particulièrement, donc c'est pas un truc qui m'a attiré. Mais quelqu'un qui est absolument pas manuel, mais qui finit bien classé, qui va être chirurgien, il pourra quand même être chirurgien. Quelqu'un qui, nous, notre année, et c'était un peu le paradoxe, sur les 3 jours de concours donc des ECN, on a eu une seule question de cardiologie parmi les 1000 questions qu'on a dû avoir. Et bien pour autant, la personne qui veut faire cardiologie, donc qui finit généralement dans les top 2000 sur les 10 000, et ben on ne sait pas en réalité à quel point il est bon cardiologue ou il a bien bossé la cardiologie, mais il pourra quand même choisir la cardiologie. Okay. Donc il y avait plein de petites discordances comme ça. Comme à ça aussi, tu peux rajouter la qualité clinique du médecin, parce qu'il y a des spécialités où on demande d'être beaucoup plus humain, beaucoup plus proche de la personne. Donc en fait, à aucun moment, c'était en fait mis en avant, c'était discuté. Donc c'était déjà des premiers un peu paradoxes. Donc moi, je me suis heurté à ça parce que moi, j'hésitais entre la gériatrie, donc m'occuper des personnes âgées, la médecine d'urgence, qui était un petit peu à l'époque nouvelle, parce qu'avant, c'était les médecins généralistes qui se spécialisaient en médecine d'urgence. Et moi, j'étais la 2e année où la médecine d'urgence est devenue une spécialité à part entière. Donc on où je pouvais y aller direct. Exactement, formé urgentiste, donc beaucoup plus axé sur le soin urgent. Et j'hésitais aussi avec l'anesthésie-réanimation, qui était un peu la société un peu qui fait briller. Parce que c'est un peu le dernier... Tu vas sauver les gens. Exactement, c'est un peu le dernier rempart de l'hôpital, parce que c'est les personnes qui sont dans le coma. Et globalement, si on ne peut plus rien faire en réanimation, c'est que les personnes, malheureusement, vont décéder. Donc, c'était un petit peu cette dichotomie entre la bienveillance de la gériatrie, les mains dans le cambouis, comme j'aime le dire, de l'urgentiste, si on voit le côté un peu militaire, c'est un peu les soldats qui sont au front, c'est les fantassins. Ouais, ils vont récupérer pas tout le monde, mais c'est ça, c'est les soldats de terrain. Tu vas récupérer n'importe qui arrive. Exactement, et il faut les soigner le plus vite possible. C'est ça. Et après, les orienter correctement. Et de l'autre côté, l'anesthésie-réanimation, qui est un peu, on va dire, c'est un peu les pilotes de chasse. C'est le truc qui fait un peu rêver et ils ont un regard qui est des fois un petit peu différent. Et moi, où je m'y suis heurté, c'est que, acte manqué ou pas, je sais pas, mais la dernière épreuve, je me suis tapé un 9 qui m'a clairement plombé mon classement. Et donc, j'avais plus que la dernière place, je crois, d'anesthésie-réanimation dans une ville où j'aspirais pas forcément à aller. Et donc, je me suis retrouvé à faire la médecine d'urgence et SAMU. En fait, d'ailleurs, petit aparté, pour rien au monde, j'aurais voulu faire l'anesthésie-réanimation, c'est que ça colle pas avec mon profil qui est beaucoup trop hyperactif et où j'aime faire trop de choses. L'anesthésie, il faut être très posé, très calme. Il faut être assez posé et calme, aux urgences aussi, mais c'est pas le même raisonnement parce que beaucoup de tes patients sont dans le coma, sont intubés, ventilés, t'as pas la même discussion et tu vas venir réfléchir du pourquoi leur pathologie a décompensé et comment les améliorer. Ouais. En médecine d'urgence, sur la partie vraiment qui est de l'urgence, ça va être prendre des décisions très vite, les bonnes décisions, et agir tout de suite maintenant pour globalement maintenir les gens en vie, soit les ramener à la vie dans le cadre des arrêts cardiaques, mais faire les bons choix et aiguiller correctement. Et ça me colle beaucoup plus parce qu'en fait, cette formation de médecine d'urgence, et j'arrive comme ça en fait à l'hypnose, m'a permis de me rendre compte de différentes choses, différentes façons d'appréhender le soin. Et en bon médecin très cartésien, initialement, moi j'ai de l'hypnose et je fais le parallèle déjà dessus, j'y croyais absolument pas. Pour moi, l'hypnose, c'était des acteurs, des crises d'hystérie, c'était du fake. Et en fait, un jour, j'étais interne en médecine d'urgence. Vas-y, continue. Je remontais avec ma copine actuelle, on s'est retrouvés au Festival d'Avignon, et là, des mecs qui faisaient de l'hypnose pour un spectacle. J'ai fait, pourquoi pas? Moi, j'ai toujours été curieux de savoir si ça marchait ou pas. Et on en parle un petit peu en médecine d'urgence, que des fois, on fait des choses sous hypnose, que ça peut servir. C'était un peu les prémices de l'hypnose, donc il y a de ça. Les prémices. Ça fait un moment qu'on parle d'hypnose, mais en tout cas que dans ça le soin... Ça commence à émerger, tout le monde en parle, beaucoup plus. Et je me suis retrouvé en fait sur scène. Et je me suis dit, mais c'est génial. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je vais pas faire exprès pour leur faire plaisir. Et je me suis retrouvé à... Je pense que c'est ce que tout le monde se dit en fait. Exactement. Je me suis retrouvé entre deux chaises et entre deux tréteaux avec un mec de 100 kilos debout sur moi. Et en fait, pour moi, c'était une bouteille d'eau. C'était extrêmement léger. Et je me suis dit, c'est dingue. C'est dingue ça. Et donc, je suis parti me former avec eux. Et c'est un peu là, ça a été le déclic. Et je me suis découvert cette passion et vraiment ce plaisir de l'hypnose. De spectacle. Je me suis formé d'abord initialement en spectacle. Parce qu'il y a des différences du coup. C'est ça. Spectacle et thérapeutique. C'est ça. Il y a des différences et en fait, il y a un peu une guéguerre selon les écoles. D'accord. Et qui, je pense, ne rend pas forcément service à la pratique. Typiquement, l'hypnose de spectacle, pour y venir d'ailleurs, c'est initialement fait pour divertir. On va voir un spectacle et on va choisir, quand on est hypnotiseur, quand on fait l'hypnose, les plus réceptifs pour leur faire des suggestions. Donc, on va leur suggérer certains sentiments, certains états qui vont permettre de faire de la distraction au niveau du public. Là-dessus, un des plus connus au monde et en France qui a fait énormément de bien en soins à l'hypnose, c'est Mesmer. Il y a le côté très waouh, il y a le côté drôle. Néanmoins, il a fait aussi beaucoup de mal à l'hypnose parce que Mesmer
Ça décrédibilise un peu. Exactement, ça décrédibilise et on vient en fait rigoler des personnes qui sont sur scène. On vient utiliser les personnes qui sont sur scène pour en fait faire le spectacle. Il y en a certains qui sont très pro hypnose thérapeutique ou même sur le versant médical vont dire que en fait l'hypnose de spectacle c'est il y a 300 personnes qui se marrent et t'en as 10 qui en fait servent à faire le show. Et là-dessus c'est assez critiqué et critiquable et ça j'en suis assez d'accord. Mais je suis convaincu qu'en fait c'est une question d'éthique personnelle et de message qu'on veut faire passer derrière. Moi, ceux qui m'ont formé, en fait, ils nous ont formé à une hypnose beaucoup plus éthique, où en fait, on apprend à mettre des fusibles, on apprend à ne pas aller sur certains sujets. Et en fait, c'est un peu comme tout. Tout dépend ce que tu vas en faire derrière. Ça dépend de la façon dont tu vas appréhender tout ça. Voilà. Quel message tu veux faire passer derrière, etc. Exactement. Comme il y a des médecins qui sont très humains et très proches de leurs patients et d'autres beaucoup plus froids. Ouais. Et ça, c'est vrai. Je pense que tout le monde aura des exemples dans sa vie de tous les jours par rapport à ça. Donc, je me suis d'abord formé du coup sur ce spectacle-là. Avant que tu continues, pas de souci. On parle de l'hypnose. Est-ce que tu peux faire un rapide point historique sur comment ça a été découvert, rapide, et sur qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on en a déjà parlé, je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose, mais en fait, pour vulgariser un peu, qu'est-ce que c'est ? Et comment ça a été découvert aussi ? Parce que ça, par contre, comment ça a été découvert, je sais absolument pas. Alors, l'hypnose, c'est comment ça a été découvert et qui l'a découvert en premier. Chaque école a un petit peu sa vision de la chose, etc. Moi, je vais donner celle qui m'a été plutôt enseignée parce que, en toute franchise, j'ai pas forcément trop creusé de ce côté-là. Mais il y a déjà Franz Anton Mesmer, donc pas le même Mesmer qu'actuellement. C'est un nom de scène, Mesmer ou c'est un nom de scène, Mesmer, exactement. D'accord. Et en fait, il s'est inspiré de Franz Anton Mesmer, qui parlait de magnétisme animal aussi à l'époque. D'accord. Et qui était axé sur versant justement magnétisme et magnétiseur, avec quoi il croisait avec l'hypnose. Et après, il y a aussi un gros courant de pensée avec Charcot et Bernheim, si je n'écorche pas sur les années et que je mélange pas tout, où justement, il y avait déjà cette séparation, ce qui était plus du spectaculaire et impressionnant, et une autre école qui était beaucoup plus douce et beaucoup plus calme et beaucoup plus sophrologique, j'ai envie de dire. C'est arrivé dans quelle année ? On est sur les années 1800 et 1900, à peu près. D'accord. Avant, en fait, si on creuse et qu'on va plus loin, on peut en retrouver. Parce que l'hypnose, il faut savoir qu'en fait, c'est un état de conscience naturel qui est modifié et qu'on connaît tous. Moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'en fait, il y a les états de conscience modifiés. Il faut imaginer un grand panier. Et dedans, on peut mettre la méditation, on peut mettre la sophrologie, on peut mettre l'hypnose, on va pouvoir mettre les breathwork, donc les exercices respiratoires. On peut aussi imaginer comme autre porte d'entrée tout ce qui va être les exogènes, ce qui sera du coup les champignons hallucinogènes, l'ayahuasca, toutes ces choses-là, etc. Tout ce qui modifie ta conscience, ta perception des choses, c'est ça. etc. Et ça, c'est plus ma vision qui m'est propre de mes années, tant de croisement médical que mes expériences personnelles, que ma pratique de l'hypnose, de se dire, en fait, il faut imaginer un gros panier d'état de conscience modifié qui est naturel. Et la vraie question, c'est par quelle porte d'entrée vous allez pouvoir y accéder. Donc, l'hypnose est une porte d'entrée, la méditation en est une autre. Et au sein même de ce panier, chaque courant et chaque spécialité, j'ai envie de dire, a soit son objectif, soit sa façon de fonctionner propre. L'hypnose, en fait, si on est sur l'hypnose vraiment thérapeutique, le but, ça va devenir de travailler sur potentiellement des maux. Donc, ça peut être par exemple des phobies, ça peut être des addictions, ça peut être des traumatismes, ça peut être des douleurs. On peut facilement venir travailler là-dessus. Donc, l'hypnose thérapeutique, le but, ça va être un petit peu, j'aime bien faire le parallèle avec Matrix, où on va venir un peu réencoder la matrice pour que derrière, la personne prenne soit du recul par rapport à une situation, soit venir changer la perception de situation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, le cerveau humain n'est pas toujours capable de faire la distinction entre ce qui est vrai et faux. C'est le principe du menteur qui croit tellement fort à ses mensonges qu'en fait, il en devient convaincu de son mensonge. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est que sous hypnose, on va venir faire vivre la situation ou faire visualiser certaines choses pour justement arriver à une fin différente. L'hypnose de spectacle, donc comme on disait tout à l'heure, c'est plus sur un versant de distraction. Donc, on va plutôt faire rentrer la personne dans un état d'hypnose et faire on va presque venir modifier sa perception des sens. Donc, c'est là où c'est un peu discutable, mais c'est là où aussi c'est bien plus intéressant. Parce que moi, j'aime souvent me dire que j'essaie de me placer au milieu entre le spectacle et le thérapeutique. Le thérapeutique, pourquoi ? Parce que le but, c'est en fait d'être avec le patient, de venir lui apporter quelque chose, lui donner des clés. Et le spectacle pour le côté waouh. On a tous la vision de Mesmer qui est capable de faire tomber les gens de debout, ils finissent couchés par terre ou ils finissent collés au sol. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire quand je fais des conférences sur l'hypnose que j'aime appeler pour montrer comment ça marche, pour montrer à quel point on peut c'est ça, c'est beaucoup plus visuel. Modifier en fait la
La perception. Ouais, c'est ça, la perception. Ou alors C'est ça. les mouvements, la façon Exactement. d'agir d'une personne. C'est ça, de montrer qu'en fait, les gens font pas semblant. Mhm. Parce que le thérapeutique, comme on le visualise, c'est souvent quelqu'un qui est allongé sur une banquette, qui a les yeux fermés. On ne sait pas si il dort, on ne sait Ouais. pas s'il entend, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors que quand vous voyez quelqu'un entre deux tréteaux, qui a quelqu'un qui Ouais. lui monte debout dessus, quelqu'un qui est en train de manger un oignon, qui est convaincu que c'est le meilleur fruit de sa vie, quelqu'un qui, il y a quelques secondes, était incapable de faire 2 pompes et qui, sous hypnose, est capable d'en faire 20, en fait, ça fait réfléchir. Ça, c'est dingue. Et c'est là où, en fait, le spectacle, moi, je suis heureux de m'être formé au spectacle et je continue d'en faire dans ce sens-là, parce que ça, visuellement, on vient apporter quelque chose aux plus sceptiques. Et donc, ça permet de convertir le plus grand nombre. Donc, c'est juste une question de la façon dont comment on va l'utiliser. Et je suis convaincu que si on fait preuve d'éthique, de bienveillance et de pédagogie, on arrive à un juste milieu qui permet de changer les mœurs. Et surtout, j'ai envie de te dire, toi, tu es médecin, donc tu sais à quel point c'est compliqué d'aller soigner des personnes, etc. Et quand tu vois ce qu'on peut faire en spectacle, faire des choses à des gens qu'ils ne sont pas capables de faire, je dis, mais en fait, il y a tellement de possibilités à faire dans la médecine. En fait, pour aider les gens à aller mieux, pour les aider à avoir une meilleure qualité de vie, ou alors dans la médecine. Et du coup, je viens à ma prochaine question qui est, quand est-ce que tu t'es dit, parce que tu as découvert l'hypnose, du coup, tu t'es intéressé, en parallèle, du coup, tu étais médecin, quand est-ce que tu t'es dit, tiens, on va allier les deux mondes, et à quel moment est-ce que tu as osé le faire la première fois? Comment s'est passée la première rencontre entre l'hypnose, quand tu t'es formé, et le moment où tu as réuni avec la médecine? C'est une belle question. Parce qu'en fait, dans le service où j'étais, donc c'était la fin de mon internat, donc ça commence à remonter un petit peu, donc j'étais en fin de formation comme médecin urgentiste. Et j'avais un collègue qui faisait de l'hypnose, vraiment hypnose très médicale, très thérapeutique, où il faisait fermer les yeux, il leur susurrait presque des mots doux à l'oreille. C'était long et les infirmières se plaignaient beaucoup de dire « Ah ben moi aussi, si tu me parles pendant 40 minutes, au bout d'un moment, je vais me détendre forcément. » Je vais dormir, quoi. Enfin... Donc, ils ne voyaient pas forcément la rentabilité, parce qu'il faut savoir que la rentabilité des urgences, c'est qu'on veut quelque chose qui aille vite et qui soit efficace. Et il s'avérait, du coup, je me suis formé en hypnose de spectacle et où vraiment, dès le premier soir, dès les premières heures, quand je me suis dit « Waouh, on peut faire ça », j'y crois pas. Je me suis dit, si j'arrive juste à coller 2 doigts d'amis en soirée une fois, ma formation elle aurait été rentabilisée, c'est génial. En fait, dès le premier soir, j'ai collé quelqu'un au sol et dès le lendemain, on faisait une soirée dans un bowling et là, c'était parti et je me suis vraiment découvert. Comment tu te sens à ce moment-là? Euphorique et vivant. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que, arrête-moi si je me trompe, mais tu ne pourras jamais faire quelque chose à quelqu'un si il n'a pas profondément l'envie ou si il se sent pas à l'aise de le faire, même s'il est dans un état d'hypnose. Exactement. En fait, l'hypnose... Donc, tu te sens pas surpuissant non plus. Tu te dis, je peux faire des choses à des gens, mais eux aussi ont ce consentement. Exactement. En fait, il y a un consentement tacite qui se met en place. Il y a notamment par le fait que pour que la personne vienne à imaginer et se concentrer sur ce que tu lui dis, il faut qu'elle accepte de lâcher prise et de te faire confiance. Et il y a donc cette confiance que tu vas construire en amont. Et donc, c'est là où aussi, c'est important de ne pas venir la bafouer. Parce que pour reprendre, d'ailleurs, je ne t'avais pas répondu tout à l'heure, mais sur l'hypnose, comment ça marche? En fait, pour faire très simple, il y a certaines zones du cerveau qui vont être activées, l'imaginaire, la rêverie, et d'autres qui vont être un peu plus inhibées, qui vont être moins actives, le moi, ici, maintenant, le concret. Et ça, on le voit bien maintenant sur des IRM de diffusion où en fait, il y a des zones de cerveau vraiment qui viennent s'éclairer et d'autres qui viennent s'éteindre. Donc là-dessus, en fait, il n'y a plus de débat sur le fait que ça marche pas, etc. Ouais. On sait que ça marche. C'est scientifique, il y a vraiment des choses qui prouvent qu'en fait, le cerveau réagit d'une certaine manière différente de quand la personne est vraiment consciente. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde peut apprendre à faire de l'hypnose. C'est pas un don, c'est pas magique, c'est pas un pouvoir. Mais j'ai envie de dire, c'est comme la chanson. Tout le monde est capable de chanter, mais tout le monde ne sera pas chanteur. Ouais. Tout le monde ne va pas prendre du plaisir à faire de la chanson. Tout le monde ne va pas avoir la voix parfaite. L'hypnose, c'est un peu la même chose. Et moi, en fait, je me suis découvert que quand je fais de l'hypnose, en fait, je rentre moi aussi en état de transe hypnotique. Et en fait, je me sens vivant, je me sens vraiment bien parce que je me sens à la fois à ma place d'une certaine façon, mais aussi de voir cette étincelle dans les yeux des gens, que ce soit les personnes qui sont sur scène ou les personnes du public, où tu vas venir vraiment changer les mœurs, intriguer et venir répondre derrière à certaines questions, parce que le but, c'est de répondre, en fait. C'est de pas laisser les gens dans ce flou et dans ce mystère, et à l'inverse, plutôt de leur donner les outils, de leur donner cette possibilité derrière de dire, voilà. Et typiquement, la première fois que je suis rentré de ma formation, donc je suis retourné dans mon service, je leur ai dit, mais vous savez, notre collègue là, qui fait de l'hypnose, moi, je sais faire à peu près pareil, mais beaucoup plus rapidement. Au lieu de prendre 40 minutes à endormir, ou 20 minutes à endormir les gens, moi... En moins de 5 minutes, je peux mettre quelqu'un au sol et partir dans un état de transe hypnotique. Et puis, même si on ne le met pas au sol, il peut rester debout parce que le sol, ça, c'est plus la déformation du spectacle. On aime bien pour le visuel, mais il n'y a pas forcément besoin de faire ça.
Et, oui, la personne peut tout à fait rester debout, etc. Ouais. Donc j'ai commencé à le faire dans le service. Je me souviens, la première fois, j'avais une groupe de 10 personnes, des infirmiers, des aides-soignantes. T'as fait d'abord sur tes collègues, c'est ça? Sur mes collègues. Okay. Et c'était drôle parce que au début, c'était un peu réticent, un peu craintif. Ils se prêtaient pas forcément au jeu. Okay. Oui, parce que quand quelqu'un ne veut pas être hypnotisé, même s'il dit oui, vas-y. En fait, s'il est entouré de personnes, qu'il n'est pas à l'aise, qu'il est un peu introverti, exactement. En fait, c'est ça. Je pense que tu fais bien d'insister sur deux choses, sur le fait qu'on peut pas faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose, parce qu'on est conscient, on entend ce qui se passe, même si on dit régulièrement le mot dors. En fait, on est dans un état de sommeil léger, pour faire simple. On peut parler d'onde θ pour certains, le fameux 13 Hz de Mesmer. Mais globalement, en fait, la façon dont j'aime bien le présenter, c'est vous avez une grosse journée de travail, vous vous allongez sur votre lit, c'est super calme, mais vous avez comme un peu l'impression de flotter sur le lit. En fait, vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes pas complètement éveillé. Sous hypnose, c'est à peu près ce même état. C'est quand tu es au moment de t'endormir et que tu entends un bruit et que ça te réveille un tout petit peu. C'est à peu près ça. C'est plutôt ça peut ressembler à ça. Et chacun aura un peu sa définition propre de comment il le vit. Mais on peut pas faire en effet n'importe quoi sous hypnose, mais c'est un peu comme l'alcool. On peut venir lever certaines inhibitions. Et c'est là où, en fait, il faut être prudent. C'est là où, en fait, des fois, il y a des soucis ou des gens qui se retrouvent à avoir des états d'hypnose pas agréables parce qu'en fait, on vient mettre le doigt là où il faut pas. Et ça, c'est une question de formation, c'est une question d'éthique et aussi de limites qu'on va se mettre en amont. Et donc, je te disais, donc je suis revenu de formation, j'ai essayé sur le service. Et d'abord une dizaine de personnes, et je me souviens, j'en endors parce que c'est un peu comme ça qu'on parle en hypnose. En tout cas, j'en fais rentrer une dans un état de transe. Et là, on me dit, ouais, mais c'est normal, c'est parce que c'est une aide-soignante. Donc déjà, cet aspect de hiérarchie que moi je déteste à l'hôpital. C'est-à-dire, en gros, c'est oui, mais elle est plus faible parce que ta chef. T'es son chef, elle est moins intelligente, elle est plus faible. Okay. Je leur dis, non, c'est pas vraiment ça comme ça que ça marche. Ça. Le lendemain, on rattaque avec 10 autres personnes, et là, il y en a 2-3. Oui, mais c'est normal parce que c'est les jeunes, donc forcément, ils sont plus crédibles. Beaucoup de scepticisme, en fait. Beaucoup de scepticisme. Derrière, je leur dis non, mais il n'y a pas de souci, on continue, etc. Et jusqu'au jour, en fait, où progressivement, sur la dizaine, je commençais à en avoir 5, 6, 7. Une fois, j'en avais 8 sur les 12, je me souviens, qui étaient tous dans un état de transe hypnotique, à pouvoir faire même un petit show, entre guillemets, qui se voulait éthique. Et là, on me dit, ah ouais, mais en fait, ça marche, quoi. Et peu de temps après, ça met du temps. Ça met combien de temps tu t'amuses pas tout le temps. Je suis très extraverti et très spontané. Donc, globalement, je pense qu'en l'espace de 6 semaines, tout le service y était passé parce que je profitais en fait d'être de garde au SAMU et où c'était calme. En SAMU, on sortait pas. Donc, en fait, je profitais de ces moments un peu. Ces rares moments qui existent encore de moins en moins dans les urgences où des fois, pendant 1 heure, il n'y a pas d'entrée de patient, pas de patient dans les urgences ou des choses comme ça, quoi. Ce qui se fait de plus en plus rare. Ou à l'inverse, de soirées de service où typiquement, j'en profitais pour en faire. Et donc, c'est là où ça commençait à prendre. Et d'ailleurs, une soirée de service, j'ai commencé à endormir à certains médecins. Et là, il n'y avait plus d'excuses, il n'y avait plus de raisonnement. C'était, OK, c'est les médecins, soi-disant les plus intelligents et les moins faciles à convaincre. Les moins influençables. Exactement. Et là, on m'a dit, OK, ça commence à marcher ton truc. Ouais. Et en fait, sur l'aspect aussi bienveillant, ça me fait penser à une anecdote. Mais en fait, sur une de ces soirées de service, je me souviens d'une infirmière qui était incapable de faire des pompes. Elle faisait à peine une pompe. Et sous hypnose, en fait, je lui ai fait faire 20 pompes. Et en fait, ça lui a changé sa vie parce que le lendemain, elle m'a écrit, elle m'a dit, mais je m'en remets toujours pas. Et là. Parce qu'en fait, même si on a un état de conscience modifié, on se rappelle de tout ce qui s'est passé. Exactement. Et c'est le but. C'est le but, en fait. On insiste pour que les gens se souviennent de tout parce que c'est ta meilleure pub et aussi, une fois de plus, c'est éthique de se dire, mais en fait, tout ce que tu as fait, je veux que tu t'en souviennes et surtout que tu n'aies pas de regrets. Ouais. Alors, à chaque spectacle, je dis aux gens, mon objectif, je mets ici mon éthique personnelle, mais aussi j'engage mon éthique médicale parce que je veux que vous passiez tous un bon moment et que tout le monde ressorte d'ici de façon heureuse. Et cette infirmière, en fait, les dernières nouvelles que j'avais eues il y a 1 an, depuis ce jour, s'était remise au sport. Pas forcément à faire des pompes, elle s'était remise à la course à pied. Ouais. Mais elle m'avait dit, j'étais tellement convaincu que j'étais incapable de faire du sport que ça a été le déclic. Et c'est là aussi, l'hypnose, du coup, est un outil assez intéressant parce qu'on vient casser certaines barrières. Et du coup, aussi simplement qu'avec une soirée de spectacle où on a fait des choses qui étaient bienveillantes, et en fait, ça lui a changé sa vie. Et donc, ça a été mes premières connexions déjà entre l'hypnose et le monde médical. Et la première vraie expérience où j'étais pas du tout encore formé à l'hypnose médicale, ça a été une fois sur une intervention de SAMU où une jeune femme avait une fracture luxation de cheville. Donc, il faut vraiment imaginer un petit peu comme dans les films, la cheville complètement à l'envers. Et la première chose qu'elle nous dit, c'est « Ah, mais moi, je veux pas de perfusion, je veux pas de médicaments. » Elle était un petit peu anti-médicaments, anti-piqûres, etc. Et là, mon infirmière de l'époque qui se retourne vers moi, qui me dit « Mais JB, tu veux pas faire ton truc là que tu as fait à la soirée de service ?» Là, je me suis dit, bon, oui, il n'y a pas de raison. Parce que ça, c'était pas venu à l'idée, en fait. Toi, en fait, spontanément... pourquoi tu avais fait de l'hypnose à la base? C'était parce que tu t'étais fait hypnotiser?
C'est ça? Ouais, parce que je m'étais fait hypnotiser, parce que je m'étais dit, ah tiens, ça peut servir pour les urgences. Ah d'accord, ouais, t'avais Mais quand même... j'avais cette arrière-pensée, mais j'osais pas encore forcément me mettre en pratique parce que j'étais jeune médecin en poste. Oui, voilà. Donc je me faisais encore un peu discret. Pas Même faire si n'importe quoi. c'est exactement ça. C'est voilà. que j'estime, avant de faire de l'hypnose en médecine d'urgence, il faut déjà très bien maîtriser sa médecine avant. Comme je dis là, en SAMU, par exemple, avant de s'amuser à faire de l'hypnose en SAMU, il faut déjà maîtriser son intervention et être dans le contrôle de la situation pour pouvoir justement après faire vraiment de l'hypnose. Et donc là, cette jeune femme qui avait cette luxation de cheville, je lui ai réduit sa cheville juste avec de l'hypnose. Donc il faut imaginer que sa cheville était facile 90 degrés, voire presque dans l'autre sens, que je lui ai remise dans l'axe, que la seule chose qu'elle m'a dit, c'est « Ah ». Et quand je l'ai ramenée, elle m'a dit « Ah, mais vous avez fini ?» Ah, tout le monde m'a regardé, j'étais le premier à tomber sur les fesses et de me dire « Ah, en fait, c'est un pouvoir de ouf. » C'est incroyable de se dire que cette jeune femme, elle aurait pu prendre des médicaments très forts, de la morphine, de la kétamine, devoir la surveiller pendant 3 heures derrière aux urgences. Et là, en fait, en 5 minutes, j'ai pu lui remettre sa cheville dans l'axe et elle n'est pas traumatisée, elle a passé un moment presque agréable. Et là, je me suis dit juste que c'était fou. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, OK, l'objectif, ça va être de démocratiser un peu l'hypnose. L'hôpital a désengorgé les urgences. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Derrière, je me suis formé en hypnose médicale et entre-temps, j'ai changé de service et le service où je suis actuellement sont beaucoup plus ouverts à ces pratiques. D'accord. Mais c'est sûr que maintenant, quand j'ai la possibilité, une luxation d'épaule, et je leur mets un petit peu de... Tu demandes le consentement, évidemment, avant. Bien sûr. Toujours. Je leur mets un petit peu de méopa, donc du gaz un peu hilarant, on va dire, pour l'histoire de favoriser cette détente qui se laisse aller beaucoup plus facilement. Et puis, je sais pas s'il y a peut-être des procédures, non? Non. Des obligations? Non, même pas. Non, du tout. De l'hypnose, et en fait, en 40 minutes, une luxation d'épaule, elle arrive aux urgences, elle a eu sa radio, sa réduction, la deuxième radio, elle rentre chez elle. Alors que sinon, ça veut dire la perfuser, lui mettre des médicaments, la surveiller 2 heures, plus les effets indésirables des médicaments qu'on peut avoir. C'est pas du 100%, c'est pas une panacée l'hypnose, ça je tiens aussi à le dire. Mais en fait, quand ça marche et quand ça prend, c'est juste extraordinaire. Ok. D'après toi, qu'est-ce que la médecine classique ne peut pas soigner, que l'hypnose peut faire, et inversement? Qu'est-ce que l'hypnose ne peut pas faire et qu'on est obligé de passer par la médecine classique? Pas soigner, mais voilà. Tout dépend à quelle limite on met le lien corps-esprit. Si on considère que toute pathologie physique a un lien avec l'esprit, dans lequel cas, l'hypnose qui vient travailler sur l'esprit pourrait tout soigner. Quand tu dis si on considère, c'est quoi? En fait, c'est toujours un peu cette dichotomie, le corps et l'esprit, à quel point on peut les dissocier. D'accord. Est-ce que c'est parce que tu es tout le temps stressé, tout le temps anxieux, tout le temps négatif que tu vas avoir un cancer? Ou est-ce que c'est simplement la génétique qui va faire que tu vas avoir un cancer? On est un peu à la limite entre les deux. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que c'est d'énormes facteurs qui sont intriqués. Mais c'est là où, du coup, en fait, l'hypnose, de venir travailler sur l'esprit, peut faire beaucoup de bien. Et comme j'aime dire que ça soit l'hypnose ou toutes les autres médecines douces ou médecine du bon sens, j'ai envie de dire, en fait, c'est de passer de la médecine douce à la médecine du bon sens, de se dire, au mieux, ça marche, et au pire, ça fait pas de mal. Et en fait, si on part de ce constat, pour moi, du coup, il n'y a pas de limite. Et donc, du coup, l'hypnose, comme d'autres thérapies, pourrait venir servir à tout le monde et dans tous les contextes. Et à l'inverse, à quel moment les médicaments ne sont pas efficaces par rapport contrairement à l'hypnose, j'ai envie de dire sur tout ce qui va du coup être beaucoup plus de la sphère cognitive et de la psychologie. Parce que oui, on peut se bourrer de comprimés parce qu'on a un syndrome dépressif, qu'on a eu un syndrome post-traumatique, qu'on a eu plein de soucis de ce côté-là. Mais en fait, peut-être que simplement en venant travailler sur la situation, en venant en parlant, en venant vivre l'expérience sous hypnose ou faire de l'EMDR, qui est, on peut dire, un cousin un petit peu de l'hypnose, qui est très efficace sur les traumatismes, mais en fait, on vient faire presque beaucoup mieux. Au lieu de donner des fois des anxiolytiques à des gens, là, ça m'est arrivé récemment, j'ai vu une personne en consultation avant une chirurgie, elle était très anxieuse. Mais en fait, elle ne voulait pas prendre de médicaments et merci pour elle, son chirurgien lui a dit, mais allez voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, ça peut être intéressant. Donc en fait, on a fait de l'hypnose, j'ai eu et la casquette médicale de lui expliquer sa pathologie et la casquette d'hypnotiseur et d'hypnothérapeute pour l'accompagner là-dessus. En fait, elle n'a pas pris d'anxiolytique, elle n'a pas pris de médicaments avec les effets indésirables qu'on peut avoir les médicaments et les dépendances derrière. Et en fait, juste avec de l'hypnose et des travaux d'exercice respiratoire, sa chirurgie s'est très bien passée, elle est arrivée détendue. Donc c'est là de se dire, en fait, peut-être qu'avant de sauter sur les gens avec des médicaments, que ça soit pour le bien-être psychologique ou même bien-être physique, et on sera emmené à en parler tout à l'heure, comme avec l'activité physique, qui est selon moi le meilleur médicament du 21e siècle, en fait, on a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est là où c'est intéressant et où je peux des fois me distinguer de certains confrères, c'est se dire qu'avant de sauter sur les gens avec des médicaments,
peut-être qu'on peut essayer des alternatives. Ouais. Tu penses qu'on devrait former certains médecins qui le souhaitent à l'hypnose, à l'hypnose thérapeutique ou médicinale? Et ben, je pense qu'on devrait en effet sensibiliser tous les médecins à l'hypnose. Et ça, c'est un petit peu l'objectif que je me suis donné sur l'année 2026. J'aimerais en fait faire une étude observationnelle où j'aimerais, sur des personnels soignants au sens large, leur faire un petit questionnaire avant, faire un spectacle d'hypnose qui se veut justement éthique, bienveillant et pédagogique, et voir à quel point en fait ça change leur vision sur l'hypnose. Parce qu'en fait, on devrait tous les médecins devraient être formés à l'hypnose ou au moins sensibilisés sur l'importance des mots, sur l'importance de la communication, sur la façon dont... Il y a moins le côté humain, en fait. Exactement. C'est une question que j'allais te poser. C'est en fait, aujourd'hui, quand tu es formé à la médecine, tu es formé à le réparer, simplement, le corps, et pas forcément à discuter, être pédagogue, j'imagine, avec... En fait, c'est ça. C'est quelque chose qu'on n'apprend plus dans nos formations et on n'a plus le temps de le faire. Parce qu'il faut voir toujours plus de patients avec moins de temps, avec moins de moyens, avec plus de problématiques. Il faut toujours aller beaucoup plus vite. Et en fait, du coup, on a mis l'humain de côté. Et justement, de retrouver avec l'hypnose, on retrouve l'importance des mots, l'importance du contact, d'un regard, d'un toucher. Et je pense que ceux qui devraient être encore plus formés que nous, ça serait plutôt le personnel paramédical au sens large, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les infirmiers. Parce qu'en réalité, les pompiers aussi, peut-être. Les pompiers 100%, les ambulanciers. En fait, en réalité, c'est eux qui sont en première ligne. En première ligne et qui passent le plus de temps souvent avec le patient. Moi, je le vois en SAMU. Quand on va sur une intervention pour un protocole douleur, pour faire des médicaments très forts parce qu'ils n'arrivent pas à mobiliser la personne ou qu'elle a trop mal, en fait, il ne faut pas oublier que potentiellement, l'ambulancier ou les pompiers qui sont sur place, ça fait peut-être 30 minutes qu'ils sont les yeux dans les yeux avec la personne et qu'ils n'ont rien à lui proposer. Qu'ils essayent généralement de façon instinctive ou humaine d'essayer de les détendre, de les relâcher, etc. Mais peut-être que simplement en leur donnant 2-3 petits tips sur comment venir faire focaliser la personne sur autre chose que sa douleur, sur venir peut-être la détendre, la relâcher, ne pas aller dans certains terrains avec certains mots qui pourraient être problématiques. En fait, tout ça, il y a toute une éducation à refaire. C'est le principe de l'infirmière qui va faire sa prise de sang et qui va dire « attention, je pique » ou « attention, ça va faire mal ». Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une suggestion négative de douleur parce qu'on nous a inculqué sur le fait qu'il fallait le consentement du patient. Mais si le patient, vous lui dites « je vais vous faire une prise de sang, ça va aller », en fait, le consentement, il est là dès l'instant qu'il dit rien. Et du coup, peut-être qu'on pourrait lui proposer de lui dire « attention, je pique », de venir le distraire. Et quelque chose moi, que j'adore transmettre, c'est venir poser une question complètement incongrue qui n'a rien à voir. Pour que se focalise sur ça, il dit, parce que c'est ça. Ça fait en fait un bug dans le cerveau, un blanc neuronal, où en fait cette partie du cerveau en fait est pas capable de prendre 2 informations d'un coup. Ce qui fait que c'est le fameux salut, ça va. Quand quelqu'un vous répond non, il y a toujours ces quelques secondes de bug. On se dit oula, c'est pas dans le pattern habituel. Ça a cassé le pattern. En fait, c'est venir casser ce pattern du je vais vous faire une prise de sang, ça va faire mal. En fait, je vais vous faire une prise de sang, je nettoie, etc. Et dites-moi, votre bicyclette rouge, elle est toujours à pédale ? Ça n'a absolument aucun sens. On fait le geste et pendant ce petit blanc, le cerveau n'est pas capable de prendre l'information de la douleur. Et derrière, on explique à la personne « Ah mais je vous rassure, c'était juste pour vous distraire. Regardez, j'ai fini la perfusion, etc. » Et pour aller plus loin, c'est un peu le fameux dans les films quand on voit que le mec, par exemple dans Les Bronzés, quand il répare la cheville ou je sais plus exactement ce qu'il répare là ou un genou. L'épaule. Ouais, c'est ça. Il lui met une gifle. Mais exactement. Ça marche pas dans le film pour le coup. C'est ça. Mais en grosso modo, c'est le même. C'est exactement le même mécanisme du 1, 2, 1, 2, 3 et en fait à 2 on va tirer sur le truc. Sauf que tout le monde s'y attend maintenant. C'est là exactement comme tu dis très justement dans Les Bronzés, la fameuse le coup de bâton qu'il est censé lui mettre juste avant qu'il tire. C'est exactement la même chose. Mais c'est juste que au lieu de recréer notre douleur, parce que là ça pourrait être un petit peu malveillant ou malvenu, mais en fait c'est recréer ce procédé-là qui est simple, qui est connu de tous, et de se dire mais attends, en fait ça, le patient passe un bien meilleur moment, le souvenir derrière est beaucoup plus intéressant, et même pour le soignant, moi, depuis que je fais de l'hypnose à l'hôpital, je m'amuse avec mes patients. Je fais des choses que j'aurais jamais pensé faire en tant que médecin. Il y a une sympathie aussi, j'imagine. Et c'est ça. Le patient ressort avec une bonne image. Quoi. Exactement. Moi, ça m'est arrivé encore récemment. J'ai passé toute une consultation aux urgences assis par terre. Parce que l'enfant était par terre, voulait pas se mettre sur le brancard. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. On a fini la consultation. Génial. Les parents s'étaient assis par terre avec moi. J'étais en tailleur avec l'enfant. On jouait, on discutait. Je faisais mon examen clinique en même temps. Et en fait, l'enfant sort pas traumatisé. Il a passé un bon moment. Les parents remercie parce que c'est pareil, on retrouve beaucoup plus de remerciements. Et toi, tu te dis, mais en fait, ouais, ça m'a pris peut-être 1 minute de plus. Et encore, généralement, ça va même plus vite parce que tu n'es pas en train de batailler avec le patient, etc. Et tout le monde passe un meilleur moment. Tu te mets à son niveau, tu l'aides, tu le fais comprendre. C'est ça. Putain, c'est top. C'est incroyable. Partons sur la santé de manière générale et surtout sur prendre soin de sa vie. Je sais qu'on a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Et récemment, ce que tu m'as dit, c'est que le meilleur médicament... vaut mieux prendre soin de sa vie avant de commencer à essayer de prendre un tas de médicaments, etc.
Vaut mieux prendre soin de son corps, soin de son esprit, soin de son rythme de vie, plutôt que se malmener et faire confiance aux médicaments derrière pour sauver sa santé, on va dire. En fait, c'est un petit peu ça. On va dire, en Occident, on est vraiment sur une médecine allopathique, où en fait, on va vouloir venir traiter des symptômes, traiter des maux, donc on va attendre qu'ils apparaissent. Il y a tout un courant beaucoup plus marqué, de plus en plus marqué sur un versant de médecine préventive, de médecine qu'on peut appeler aussi intégrative, et moi que j'aime un peu plus englober sous le terme de médecine de bon sens. C'est-à-dire, c'est juste dézoomer un petit peu et se dire, OK, donc tu as une pathologie, pourquoi elle est là? Et qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour pas que cette pathologie arrive? Parce qu'il ne faut pas oublier que généralement, on va voir le médecin quand on est malade, quand ça ne va plus. Mais jamais on nous apprend à prendre soin de nous en amont, à mieux manger, à faire de l'activité physique, à lutter contre la sédentarité, à faire toutes ces choses qui en fait peuvent prévenir la suite. J'ai envie de dire, c'est un peu comme quand vous épargnez. Tous les mois, vous mettez de l'argent de côté et vous le placez et en fait, vous le faites travailler pour qu'en fait, dans 10 ans, vous soyez plus riche que maintenant. Ben, en fait, ça serait venir éduquer les gens et les sensibiliser à se dire, la médecine moderne est très forte et extrêmement forte, et moi j'en suis conscient tous les jours sur le SAMU ou sur les urgences, sur le très grave, sur venir traiter certaines causes. Mais il y a tout un pan de la médecine qui n'est pas en fait exploré et qui n'est pas bon. Ça va être toutes ces personnes qui ont des examens cliniques ou des examens paracliniques qui vont être normaux. C'est cette douleur de ventre où on a fait des endoscopies, donc on a mis une petite caméra où il n'y a rien de particulier, où la prise de sang est normale, où le scanner est normal. Et globalement, on n'a pas de solution à proposer. On va dire, prenez ces médicaments qui vont permettre de masquer les symptômes potentiellement. Donc, c'est un peu mettre un pansement sur une plaie ouverte. Et on va attendre. Alors qu'en fait, peut-être qu'il on dit, on ne sait pas ce que vous avez. C'est ça. On ne sait pas ce que vous avez ou c'est dans votre tête. Voilà. Et là, ça serait se dire, en fait, attendez, si on vient dézoomer et se dire, peut-être que vu qu'on a éliminé tout ce qui peut être curable et tout ce qui est grave, peut-être qu'on peut revenir à l'essentiel. Ça va être votre alimentation, votre mode de vie, votre sommeil. Ça va être en fait venir réfléchir à tout ça. Et là, de plus en plus, moi, c'est quelque chose qui m'appelle et qui m'intéresse parce qu'il y a une éducation à refaire. On est dans une société où la conscience médicale et de la santé a été complètement déléguée, où les gens ne s'intéressent plus à leur santé. D'ailleurs, il suffit de voir maintenant, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais petit, tu avais mal quelque part, tu avais de la fièvre, on te donnait un Doliprane. Ouais. On attendait 3-4 jours, si ça allait pas mieux, on t'emmenait voir le médecin. Alors que maintenant, les gens... Et moi, je l'ai vu quand j'étais aux urgences pédiatriques. L'enfant a eu 38,2. On va directement aux urgences pédiatriques au cas où. Et alors que l'enfant, il va très bien, il court dans tous les sens. En fait, il y a une vraie anxiété parce que, et par l'accessibilité des informations qui sont erronées, que ce soit l'intelligence artificielle, que ça soit Doctissimo, que ce soit exactement toutes ces choses où les gens disent « Oui, mais moi, ma voisine, son enfant, il a eu 38,2, il avait l'appendicite. » Oui, mais il faut remettre dans le contexte. C'est pas parce que tous les enfants ont 38,2. Exactement. Donc, il y a cette vraie anxiété. Mais pour autant, la médecine de ville est complètement saturée, où il faut 3 semaines pour voir son médecin traitant, où en fait, il n'y a plus assez de médecins pour répondre à la demande. Et en fait, ça fait un conflit. Ça fait un conflit, et c'est là où je pense qu'en fait, il faudrait rééduquer les gens au bon sens de la médecine. Donc, les premiers gestes, savoir quoi faire quand vous vous faites mal, savoir s'il faut désinfecter, quand est-ce qu'il faut des points de suture, savoir mettre de la glace quand vous cassez quelque chose, savoir attendre quand on a une entorse. Et également remettre du bon sens de dire, OK, mais en fait, en amont, on peut venir investir sur son corps, sur soi, pour que ça aille. Éviter de se faire des chevilles tout le temps, de faire des entorses tout le temps, de se blesser bêtement, etc. quoi. On parlait de l'activité physique tout à l'heure, que moi, je considère comme le meilleur médicament du 21e siècle. En fait, pourquoi ? Parce que la sédentarité et l'inactivité, on sait que ça tue plus que le tabac maintenant. Ça, c'est acté. C'est difficile à faire comprendre. C'est difficile à faire comprendre parce que le tabac, c'est pas une forcément bonne odeur, tu sens qu'il y a de la fumée, etc. Exactement. Enfin, voilà. Et ça commence à rentrer. Alors que la sédentarité, t'es juste assis, quoi. C'est ça. Et c'est notre mode de vie. Et en plus, maintenant, on voit de plus en plus apparaître les sportifs sédentaires. Un sportif sédentaire, c'est quelqu'un qui va peut-être faire 2 heures de sport tous les jours. Je crois que j'en fais partie. Ouais. Voilà. Si tu fais 2 heures de sport tous les jours, mais que derrière, tu es assis pendant 10 heures, en fait, tu es sédentaire. Donc, tu as tous les effets indésirables de la sédentarité. Parce qu'il faut distinguer la sédentarité et l'inactivité. L'inactivité, c'est quand tu fais moins de 30 minutes d'activité physique par jour. C'est-à-dire, c'est globalement, je marche, je vais à ma voiture, je prends l'ascenseur pour aller au travail, je suis assis toute la journée, je rentre chez moi. Ça, c'est la plus grosse des catastrophes. C'est là où on est venu un petit peu intégrer le fameux mythe des 10 000 pas. Et de l'autre côté, la sédentarité, c'est le fait généralement de rester assis ou allongé en journée pendant plus de, tout le monde n'est pas d'accord, 5, 8, 10 heures. Parce qu'en fait, du coup, il n'y a plus d'activité. En fait, son corps est dans un état de repos qui ne lui convient pas. On est fait pour bouger, on est des êtres qui devraient bouger. Et le vrai problème, c'est que 95% de la population est exposée soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux.
Et c'est là où, en fait, il faut remettre du mouvement, remettre du bon sens. Parce qu'en fait... Ton corps ne fonctionne pas, en fait, n'est pas continuellement en fonctionnement, etc., comme il devrait l'être. C'est Exactement, ça, en c'est fait. ça. Il est dans cet état de veille et ça implique plein de problématiques. Parce que du coup, rien que sur la position, en fait, on est en triple flexion, ce qui n'est pas bon pour le dos, ce qui n'est pas bon pour les hanches, ce qui n'est pas bon pour les jambes, ce qui n'est pas bon pour les cervicales. Ça a posé beaucoup de problèmes de ce côté-là. Vu qu'on est inactif, le cœur fonctionne moins. Donc derrière, on peut avoir des pathologies cardiaques, on peut faire de l'hypertension artérielle. On se dépense moins, donc on va pouvoir prendre du poids, faire du diabète derrière, du diabète de type 2. On a les os qui se fragilisent, on a le système respiratoire qui est beaucoup moins efficace. Le pattern psychomoteur, en fait, on sait que le sport apporte, on ne va pas rentrer dans les détails, mais plein d'hormones du bonheur et du bien-être. Et toutes ces hormones, on ne les a plus, donc on devient beaucoup plus déprimé. Sur le plan du schéma corporel des enfants, ils se développent beaucoup moins bien, ils sont moins capables de faire des choses. Sur le vieillissement, en fait, une personne âgée qui est sédentaire toute la journée, elle n'a plus les muscles pour pouvoir se relever quand elle chute. Il ne faut pas oublier qu'une personne âgée qui tombe, qui se fait une fracture du fémur parce qu'elle n'arrive pas à se relever, entre autres, et parce qu'elle est beaucoup plus fragile, on est sur un taux de décès à 1 an, si je ne dis pas de bêtises, qui est aux alentours de quasiment 20%. Donc en fait, tout ça, juste en remettant de l'activité physique, donc c'est-à-dire faire... Régulière, en tout cas. Régulière. Et régulière, c'est pas, comme tu disais, 2 heures par jour. C'est ça. En fait, c'est en faire... Un petit peu tout le temps. C'est en faire un petit peu tout le temps. En fait, il faut distinguer vraiment l'activité physique de je veux faire du renforcement et du travail. Donc ça serait par exemple faire 2 séances de musculation et 2 séances de travail aérobique. Donc on peut parler en même temps, c'est faire un peu du cardio léger. Mais aussi casser la sédentarité, où potentiellement, il faudrait dire que toutes les 50 minutes, ça serait bien en fait de se lever 5 minutes. En fait, c'est presque mettre un minuteur et prendre l'habitude toutes les 50 minutes de se lever pendant 5 minutes. Que ça soit marcher autour de votre bureau, faire 5 squats. Ce que j'adore dire en conférence, généralement, c'est aller faire pipi à un étage supérieur ou inférieur. Comme ça, vous montez, vous descendez les escaliers, quitte à faire un petit sprint dans les escaliers. C'est reprendre l'habitude de jouer par terre avec vos enfants, se mettre au sol. Se baisser, se lever. Exactement. Voilà. Okay. Il y a une belle étude qui a montré qu'au Japon, il y a beaucoup moins de décès dus aux chutes chez les personnes âgées. Parce qu'en fait, les Japonais, il me semble que c'est les Japonais, mais les Asiatiques en général, ont l'habitude de manger par terre. Donc, ils ont le contact du sol. Nous, il ne faut pas oublier qu'en fait, le plus bas qu'on est, et je suis sûr que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans, c'est quand on est assis. Votre dernier contact des fesses avec le sol, c'est quand vous êtes assis en voiture ou assis sur une chaise. La dernière fois... Je pense que c'est là où tu es le plus proche du sol. Exactement. C'est, la caricature, c'est regarder un enfant naturellement, sa mobilité, la façon dont il se déplace et de la façon dont il joue. Le fameux deep squat. Je ne sais pas si ça te parle. C'est le squat profond. C'est quand on est complètement accroupi, les fesses sur les talons. D'accord. Un enfant, naturellement, joue dans cette position. Ouais. Il joue penché en avant en train de faire un deep squat. Et il n'est pas douloureux. Les Asiatiques, à un arrêt de bus, que ce soit en Inde, en Asie, etc., ils sont assis en deep squat comme ça parce que c'est une position naturelle d'attente. Chez nous, on ne voit jamais personne en deep squat à un arrêt de bus. Il passe pour un fou. C'est marrant parce que là, tu vois, ce week-end, j'ai une grosse prestation où j'ai vraiment filmé pendant longtemps. J'ai pas beaucoup dormi d'ailleurs. Et en fait, il y a des moments d'attente. Juste, j'étais en chaussures de sécurité à attendre c'était sur un chantier, attendre qu'il se passe un truc parce que j'avais fait assez de plans sur ce qui était en train de se passer. J'attendais la prochaine étape. Et sur un chantier, généralement, on s'assoit pas parce que en termes de sécurité, etc. Et naturellement, en fait, mon corps me disait du coup de me mettre dans cette position. Mais c'était bizarre parce que tout le monde était debout à attendre comme ça, les bras croisés, on va marcher un petit peu, etc. Et du coup, je me retrouvais à me dire, mais c'est bizarre en fait que je m'assois comme ça. Enfin, mais naturellement, j'avais mon gros sac sur le dos, j'avais peut-être 5 kilos sur le dos. Devant, j'avais un appareil aussi. Et juste pour me reposer un peu, en fait, je voulais me mettre dans cette position. Et du coup, je restais 2 secondes dans cette position, puis je regardais autour et je me disais, mais c'est bizarre, je suis plus bas que tout le monde, etc. Et c'est malvenu, les gens te regardent un peu bizarre. Ouais, qu'est-ce que tu fais accroupi comme ça Alors qu'en fait, c'est une position naturelle et qui est innée. Et je pense que là, si les gens s'amusent chez eux à essayer de se mettre en deep squat, ils vont se rendre compte que pour eux, ils sont incapables de mettre les fesses sur les talons, qui vont être bloqués à partir de peut-être 90, voire 70 degrés pour les plus sportifs, parce qu'on n'a plus l'habitude. Donc, c'est inviter les gens à se dire, tiens, tous les jours, peut-être pendant que je me lave les dents, je vais essayer de me mettre en deep squat, en venant vraiment contracter le transverse. J'en parlais avec... Moi, je trouve ça insupportable de me mettre par terre. Eh oui. J'arrive pas à me mettre en tailleur, j'arrive pas à m'asseoir par terre. Dès que je suis assis par terre, au bout de 10 minutes, j'ai besoin de me relever, j'en ai marre. Mais parce que tu as des raideurs. Et en fait, c'est de se dire, tiens, peut-être tous les jours, je vais lire 10 minutes par terre, un peu à droite, un peu à gauche, etc., quitte à changer de position, à jouer par terre, à reprendre l'habitude d'être au sol, à venir enlever les chaussures pour retrouver le contact du sol, parce qu'on a des pieds qui aussi, dans les chaussures actuelles, sont beaucoup trop serrés et qui se retrouvent à être atrophiés, donc avec un manque de muscles. Donc, ça vient retentir sur toute la chaîne au niveau des membres inférieurs, sur les lombaires. Un très bon kiné que je côtoie disait, mais en fait, simplement avec plus de mollets, plus de fessiers, plus de lombaires,
plus d'omoplates, on pourrait traiter déjà 80% des problèmes des gens. Parce qu'aujourd'hui, on a tous quoi? On a mal au dos, on a mal au cervical, on a mal aux épaules, on a mal aux hanches et on a mal aux genoux. Globalement, c'est les principales pathologies, mais en fait, il faut se dire que c'est surtout parce qu'on ne les utilise plus correctement et suffisamment. Soit on va faire trop de sport, on va forcer dessus et on n'a pas la résilience qui convient pour ça, soit à l'inverse, on a perdu l'habitude. La position assise, il ne faut pas oublier que c'est une position qui n'est pas physiologique. Non. L'évolution humaine, à l'échelle de l'humain, la chaise est apparue, je pense qu'il faut regarder, d'ailleurs j'ai un très bon ami, Alexandre Dana, qui sort un bouquin qui s'appelle « La chaise tue », sur la sédentarité, où justement j'ai contribué sur quelques pages. Et en fait, il a repris toute l'histoire justement de cette chaise et de la sédentarité. Et en fait, la chaise, c'est quelque chose de récent à l'échelle de l'humanité. Si on se base sur l'être humain qui vit depuis des milliers d'années, en fait, la chaise, c'est quelque chose de récent. Oui, c'est vrai qu'en Occident, en fait, comme tu disais, enfin même maintenant partout dans le monde, mais surtout en Occident, je trouve qu'on utilise beaucoup de chaises. Et quand je regarde, par exemple, je sais pas si tu connais TB Jones, Non. c'est un YouTuber qui se balade dans des pays orientaux, en Inde, dans des pays assez compliqués, beaucoup plus pauvres. Et en fait, par exemple, récemment, il a été, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais il était en Afghanistan, par exemple. Ok. Et en fait, là-bas, tu vois, ils s'assient tous par terre, ça mange par terre, avec les mains même. C'est un autre Complètement. sujet, mais on peut en parler aussi de comment on s'alimente. Et apparemment, manger avec les mains, en fait, ça te permet de mieux gérer tes quantités, etc., plutôt que de manger dans des grosses assiettes avec des fourchettes, etc. Voilà. Là, tu te rends plus compte de ce que tu manges. Et ouais, c'est ça, en fait. C'est que... je sais pas comment expliquer, mais grosso modo, on a développé un style de vie, j'ai l'impression, en Occident, avec des chaises, etc., tout un tas d'ustensiles, qui nous a facilité la vie, mais qui aujourd'hui nous tue, quoi. En fait, c'est exactement ça. C'est, comme tu dis très justement, on a voulu se faciliter la vie et rendre la vie confortable à l'extrême. Et en fait, ce confort est en train de nous tuer. Que ça soit C'est comme dans le film Wall-E, un peu. Ouais, c'est ça. C'est Ils un sont peu tous sur des chaises et voilà, ils c'est ça, avancent, c'est un ils peu sont ce tous confort, obèses. ce confort de vouloir être trop confortable, de vouloir avoir trop de calories à disposition. Donc, tu vois, l'aspect alimentaire, en fait, on veut toujours plus de calories de façon facile. Pourquoi le sucre, on a cette appétence? Parce que c'est extrêmement calorique et que le cerveau humain, de par son héritage génétique, j'ai envie de dire, et historique, dès qu'il y a de la calorie comme ça à quantité, en fait, on savait pas quand est-ce qu'allaient venir les prochaines calories. Donc, en fait, on venait se gaver de calories. Donc, en fait, avec toutes ces calories, ce confort, ce manque de stimulation, parce qu'on supporte plus l'adversité, on est, de par les téléphones, les réseaux sociaux, on est inondé de dopamine facile et de micro-shoots. On n'a plus de vrais shoots de dopamine, donc cette hormone justement de la récompense, de la motivation. On n'a plus tout ça et en fait, on est en train de se détruire à petit feu par notre confort. Donc en fait, j'aurais envie de dire, c'est aussi réapprendre à mettre de l'inconfort dans le confort. Pourquoi il y a eu toute cette tendance des bains froids? En fait, les bains froids, pourquoi? Parce que c'est un stress externe qui laisse pas de traces. Moi, j'ai commencé les bains froids maintenant il y a quasiment 10 ans, avant que ça soit toute la hype, etc. J'en avais entendu un petit peu parler. Parce qu'en fait, c'est un stresseur externe qui est très important. Je pense que tout le monde, quand il se met dans un lac très froid, on n'arrive plus à respirer, on a envie, toutes nos hormones, tout notre corps nous dit mais je veux fuir, il faut que je sorte. Mais c'est là où c'est intéressant. Parce que ce stresseur qui laisse peu de marques, contrairement à du feu, contrairement à une bagarre, contrairement à ces autres stresseurs qui sont violents, en fait, quand on est dans le froid, c'est réapprendre à être confortable dans l'inconfortable. C'est réapprendre à dire je ne risque rien, je vais pouvoir souffler, me détendre, apprendre à me relâcher. Et les bains froids, moi, je sais que j'adore ça. C'est une méditation dopée aux hormones. Parce qu'en l'espace de 5 minutes dans un bain entre 0 et 5 degrés, mais ça permet de faire une soupape, mais qui est juste incroyable. Et derrière, on réapprend à gérer son stress, on réapprend à se détendre, on réapprend aussi à recentrer son attention sur les bonnes choses. À arrêter de s'énerver parce qu'on est arrivé 5 minutes en retard à cause des bouchons et qu'on a insulté tout le monde parce qu'on nous a fait une queue de poisson. Je veux dire, si on prend un peu de recul, les stress qu'on a aujourd'hui, c'est hallucinant. C'est « Ah, telle personne m'a pas répondu à un message ou m'a manqué de respect dans un message et en fait, on s'est juste pas compris parce que la ponctuation n'était pas la bonne. » C'est telle personne en voiture où on s'est agacé. Mais il n'y a plus de vrais stresseurs parce que, une fois de plus, d'un point de vue évolutionniste, avant, les stress, c'était le tigre à dents de sable qui allait nous manger. On avait des On a vrais lissé stress, exactement. les relations humaines, en fait. C'est ça, merci de le préciser. C'est qu'on a une vie qui est beaucoup trop lisse. Et c'est justement remettre des pics de stress, des pics de bonheur. Et c'est pas pour rien qu'après un gros stress, typiquement un bain froid ou de l'activité physique, on est inondé d'hormones qui nous font du bien.
Et ça, on a passé cette étape difficile et ça y est, maintenant on peut se détendre. Là, on peut se détendre, là, on peut se faire plaisir. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et ça participe au bien-être physique et aussi au bien-être psychologique et mental. Ok, donc on a fait le point un peu sur tout ce qu'il fallait faire, pas forcément faire, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens pour qu'ils puissent les mettre en place dans leur vie de tous les jours pour éviter la sédentarité, prendre soin un peu plus de leur corps, etc. Et pourquoi pas aller plus loin même sur la nutrition, etc. Ouais, complètement. Je propose on peut même découper un peu en 3 sphères. On va parler du psycho, de l'activité physique et de l'alimentation. Allez, c'est parti. Sur le psycho, c'est se dire, et je pense que tout à l'heure on aura l'occasion de faire une petite expérience hypnotique ensemble, c'est de se dire que dans la vie, tout est une question de suggestion. Si vous vous levez le matin en vous disant que je vais passer une mauvaise journée, en fait déjà vous mettez un peu ce petit message dans la tête. C'est un peu comme on disait tout à l'heure l'infirmière de « je vais vous piquer, ça va faire mal », déjà on est sur un état d'alerte. Donc en fait, sans être sur le côté je me fais des affirmations devant le miroir à la David Goggins, etc., c'est de se dire mais juste essayer de dézoomer, essayer de voir le positif dans les choses. C'est les fameux un peu accords de Toltec aussi qui inspirent un peu de ça, mais c'est de se dire tous les jours quand ça ne va pas ou quand vous vous surprenez à être négatif, essayez de venir changer votre discours intérieur. Au lieu de dire ça ne va pas, de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Mais au moins j'ai 2 jambes et ça va, je m'en sors bien. C'est le fameux, j'ai eu un accident de voiture, je suis arrivé en retard au boulot, ma voiture est cassée, je passe une journée de merde. Se dire, mais en fait, je m'en suis sorti indemne. Mais en fait, j'ai eu aucune blessure. Et ce soir, je vais pouvoir rentrer voir mes enfants, voir ma femme, voir ma famille, et ça, c'est chouette. Je m'en sors quand même super bien. Donc je dirais sur le psycho, c'est changer ce discours intérieur et être conscient de l'importance des mots et du discours intérieur. C'est pas facile pour certaines personnes. C'est très difficile, surtout dans l'état émotionnel où on peut se trouver pour des raisons X ou Y. Et ça fait la parfaite introduction sur la deuxième. Et c'est là où l'activité physique, de par les hormones du bonheur que ça va pouvoir sécréter, ça va permettre d'aider tout ça. Donc sur l'activité physique, ça serait essayer de faire au moins 30 minutes d'activité physique tous les jours. L'activité physique, c'est pas forcément du sport. Ça, on n'a pas précisé tout à l'heure, mais l'activité physique, c'est tout mouvement qui va mettre en place des contractions musculaires et produire de la chaleur et consommer de l'énergie. Donc faire du ménage, par exemple, c'est une activité physique. Monter les escaliers, c'est une activité physique. Le sport, en fait, c'est une activité physique dans laquelle il y a des règles et un objectif précis. Donc, marcher, c'est une activité physique. Okay. En fait, tous les jours, c'est de vous dire, je consacre au moins 30 minutes de mon temps à faire de l'activité physique. Faire vos calls, vos meetings, au lieu d'être devant votre écran, mettez vos écouteurs, allez les faire dehors. Ouais. Vous avez des personnes à appeler, faites-le dehors. Allez jouer avec vos enfants dehors. Ou forcez-vous, quel que soit le temps, allez en extérieur, passer du temps dehors. Donc ça, j'ai envie de dire, tous les jours, c'est faire au moins 30 minutes d'activité physique. Si vous pouvez faire du vélo, courir dans les escaliers, faire du renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine, faire juste du poids du corps, ça suffit largement. Donc ça serait faire 30 minutes d'activité physique tous les jours et venir rompre la sédentarité, c'est-à-dire essayer de vous dire que, allez, toutes les heures et demie, ouais, rompre la sédentarité, c'est limite le meilleur conseil. C'est ça. Mettez-vous en mouvement. Si on fait 2 heures de sport par jour, c'est bien. Exactement. Mais si t'es assis, il faut associer les deux. Mais mettez-vous en mouvement. Venez faire 5 squats, étirer les lombaires, faire 2-3 postures de yoga. S'il faut trouver le truc qui vous veut danser dans votre bureau, peu importe. Moi, j'ai une bonne technique pour ça. D'ailleurs, ça rejoint un peu la nutrition. C'est que, en fait, il y a quelques temps, j'ai utilisé la méthode Pomodoro. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas, tu fais 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et tu fais ça avec 4 cycles. Comme ça permet de travailler 4 fois 50 minutes et d'être dans un état de flow qui est vraiment très bon parce que tu te dis, OK, ma pause, elle est à tel moment. Là, jusqu'au moment où il y a, pendant les 50 prochaines minutes, je suis à fond, tac, et pendant les 10 prochaines minutes après, t'évites d'aller sur ton téléphone et tout, mais tu peux aller prendre l'air, boire un coup, manger un petit truc, etc. Et ce que je fais, moi, après, c'est peut-être mon cycle à moi, mais j'ai accordé ça avec boire de l'eau. Et en fait, ce que je fais, c'est que dès le matin, je prends un grand verre d'eau, des fois même 2, et en fait, ce qui fait que 1 heure après, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, premier cycle. Sauf que je bois continuellement de l'eau, ce qui fait qu'en fait, toutes les heures et demie, plus ou moins, je me lève pour aller aux toilettes. Et du coup, ça me permet déjà de faire des pauses, d'aller aux toilettes, de boire de l'eau. Et je trouve que, des fois, il y a des journées où je bois vraiment pas, mais je trouve que c'est un rythme qui est plutôt bon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment concentré, je bois de l'eau, ça permet de me... petit rythme, et du coup, voilà, j'ai ce petit truc, je vais aux toilettes, comme ça, quand je reviens, je suis soulagé, rien, bam, et je me reconcentre à fond dans ce que je fais. Et c'est un parfait rythme qui respecte en fait plus ton rythme physiologique, et c'est vrai, on boit pas suffisamment d'eau. Il faudrait en théorie boire quasiment 2 litres d'eau par jour, étalé sur la journée. Franchement, ça, je suis content parce que tu vois, j'ai une gourde où il y a, c'est 1 litre directement. Ouais. Et je suis plutôt content parce que ça, tu vois, je le respecte. Ça, c'est chouette. 2 litres d'eau par jour, oui, je pense que je suis pas loin à chaque fois. Et je pense que des fois, même, je suis peut-être un peu plus, ce qui est peut-être pas forcément bon. Mais bon. Bref, ça dépend à quelle période et avec quoi dedans, quoi.
Mais, et du coup, C'est toujours que de l'eau. Ok. À voir si en fonction, si par exemple les périodes de forte chaleur, vu que tu perds plus de sel que d'eau, contrairement à ce qu'on pense, Ok. boire trop d'eau, ça viendrait trop, pour faire simple, diluer tes cellules et favoriser ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Donc en fait, c'est le manque de sel et ça peut causer d'autres problèmes en fait, de ce côté-là. En gros, si on boit beaucoup d'eau mais qu'on transpire beaucoup, Ouais, en fait, tu vas perdre du sel. Quoi. Et l'eau va venir en fait diluer. D'accord. Et c'est pour ça que typiquement, quand on a la gastro, typiquement, et ben, on conseille de faire de l'eau avec un petit peu de sel, un petit peu de sucre. C'est les fameuses solutions pour enfants, les petits sachets. En fait, il y a du sucre et de l'eau. C'est le fameux prendre un jus de pomme, mettre une petite pincée de sel et boire des petites gorgées régulièrement. C'est ça. Ouais, c'est vrai que je fais un peu de natation. Ouais. Et bon, bah, mon coach, c'est ChatGPT, tu vois. Et il m'a expliqué, c'est vrai qu'en fait, quand t'as fait de la natation, tu t'en rends pas compte, mais t'as perdu beaucoup de minéraux. C'est ça. Donc, mets une petite pincée de sel dans ton eau. Je l'ai jamais fait parce que je trouve ça pas fou. Il y a d'autres solutions. Tu te fais un bouillon de cube, une soupe. Ok. Et ça marche bien, ça. Ça marche très bien. En trail, en ultra, moi j'adore. Je me fais des flasques où je mets 2 bouillons de cube avec de l'eau et ça fait office d'eux. Et dedans, tu fais, tu vois, après ta séance de natation, tu mets 1 litre d'eau, tu mets 2 bouillons de cube, tu mets tes petites pâtes si tu veux te faire des pâtes de vermicelle, tu viens battre 2 œufs dedans, tu mets quelques légumes, ça te fait une soupe avec pas mal de choses dedans. C'est déjà pour te réhydrater et ça te fait un peu un apport nutritif qui est intéressant. Ok. Et du coup, typiquement, la nutrition, les conseils, en fait, j'aurais envie de dire, c'est que si on se lance dans la nutrition, vu que je suis en train de faire en plus en DU de nutrition et de micronutrition, on pourrait en parler pendant des heures. Mais en fait, c'est de revenir à un état de base. Et il y a 3 questions à se poser que j'aime beaucoup. La première, c'est ce que je vais manger. Et ça vient de Charles Poliquin, qui disait, est-ce que ça court, ça vole, ça nage? Est-ce que ça pousse dans un arbre? Ou est-ce que ça pousse dans le sol? Si la réponse est non à toutes ces questions, c'est quelque chose que du coup, vous n'êtes pas censé manger. Genre des princes. Exactement. C'est se dire, est-ce que... Vraiment le plus naturel possible. Le plus naturel possible, le plus brut possible. Le second, c'est de se dire, est-ce qu'il y a 500 ou 1000 ans, on le consommait déjà? Parce qu'on sait qu'il y a eu un gros essor de l'industrie dans les années 1900 à peu près. Mais du coup, si on prend 500 ou 1000 ans, on est vraiment large de se dire, est-ce qu'on le mangeait déjà? Le prince? Non. Et la dernière, est-ce qu'il y a plus de 5 ingrédients dans ce que je vais manger? Par exemple, on se dit, la ratatouille que je vais acheter, c'est génial, c'est une ratatouille, c'est des légumes. Vous regardez derrière, il y a du sucre, du sel, des légumes, du concentré de tomate, de l'arôme de ci, de l'édulcorant de ça, etc. Vous avez plus de 5 ingrédients, il ne faut pas le manger. Et je trouve que, sans rentrer dans les dogmes et la précision de certains régimes alimentaires, simplement avec ces 3 affirmations, en fait, on arrive à avoir déjà une ligne de conduite qui est assez simple. Est-ce que c'était consommé il y a 500 ou 1000 ans? Est-ce qu'il y a plus de 5 ingrédients? Et si ça ne court pas, ne vole pas, ne nage pas, ne pousse pas dans un arbre ou dans le sol, je ne devrais pas le manger. C'est génial. C'est vrai que c'est OK. Rien qu'avec ça, je pense que tu peux déjà modifier pas mal de vie. Et mais j'ai envie de nuancer du coup. Est-ce qu'on peut toujours avoir des plaisirs, entre guillemets? On va se faire une fois de temps en temps un burger, un fast-food, un truc comme ça, ou parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est moi, j'ai déjà essayé d'avoir des moments où je savais que ça allait pas bien dans ma vie parce que je m'alimentais mal, je faisais n'importe quoi, etc. Je dis, OK, j'arrête le sucre d'un coup, je fais du sport tout le temps, je mets un rythme d'un seul coup, et la rupture totale avec ma vie d'avant. Problème, c'est que ça dure 2 semaines, et après, tu replonges dans tes travers, entre guillemets, et après, tu repars et tu dis, putain, mais je suis pas capable, en fait, de faire ça et tout. C'est ça. En fait, il y a une transition douce à faire. Il y a une transition douce à faire parce que sinon, c'est beaucoup trop violent et on va pas adhérer au cadre. Et ça va entraîner une frustration qui est beaucoup trop importante parce qu'il faut en fait détoxifier son cerveau à une certaine addiction. Je pense, on parlait des sucres tout à l'heure. Le sucre transformé, ça doit être l'ennemi numéro 1. Mais pour autant, c'est une drogue. Et moi, je m'en rends compte, vu que je consomme très très peu de sucre transformé, maintenant, quand je prends une part de gâteau, c'est tellement sucré qu'en l'espace de 2 bouchées, je suis saturé, j'en ai plus envie. Et les enfants qui n'ont pas été trop exposés au sucre, c'est également ça. Ils vont redonner en disant, ah, mais c'est pas bon. Donc en fait, c'est la progressivité, c'est le plus important. Et après, oui, il faut se faire des plaisirs, il faut continuer de se faire des plaisirs parce que c'est aussi le propre de l'être humain. On est des êtres de plaisir. On vit pour créer ou consommer de la calorie et pour le plaisir et notre confort. Ça rejoint un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est juste simplement venir les structurer. Il faut savoir que, oui, quand tu vas prendre un gâteau, tu es plus susceptible d'en manger 10 derrière. Donc peut-être qu'il faut faire en sorte de ne pas en avoir 3 à la maison. De venir un petit peu tempérer tout ça et de venir se dire, c'est le principe un peu la loi de Pareto du 80-20. Ou 90-10 éventuellement, où je fais très attention 80% du temps et 20% du temps, je peux me laisser un peu plus salé tout en réfléchissant. Le burger, est-ce que je vais me faire un burger du fast-food du coin où c'est de la viande de mauvaise qualité, des burgers ultra sucrés, une sauce particulièrement industrielle où il n'y a rien de naturel dedans? Hyper sucré.
C'est ça. Ou est-ce que je me dis, bah tiens, je me fais un burger à la maison. Ouais. C'est 2 produits qui n'ont absolument rien à voir. En termes de prix aussi. Exactement, en termes de prix. Et il y a aussi après la nourriture sociale. Il faut mettre aussi la dimension sociale dedans. Bah, c'est pas la même chose que de manger ton fast-food dégueulasse tout seul devant une série où t'es même pas conscient que t'es en train de manger dans le noir, où t'as vu personne de la journée et tu passes une journée de dépressif, ou le manger alors que t'es avec tes meilleurs amis, t'as passé un super moment, tu rentres d'une super randonnée ou d'un super ciné, et de se dire, bah là, c'est vraiment un moment de plaisir, et là, je vais me faire plaisir. Et il y a quelques études qui ont l'air de tendre là-dessus, que la façon dont on va consommer et l'état d'esprit dans lequel on est, ça va avoir un impact derrière. Si vous mangez quelque chose en vous disant, oh là, c'est pas bon pour moi, ça va me faire grossir, de toute façon, c'est pas grave, c'est comme ça, et bah, c'est pas forcément la bonne solution. Mais si on se lance tous les deux sur ce sujet, on repart pour un podcast de 1 heure. Ok. Et j'y pense parce que du coup, je te disais que j'avais une grosse prestation ce week-end. Le sommeil aussi. Moi, je remarque vraiment, par exemple, là, je me suis couché à 4h du matin parce que j'ai fait une session de 12 heures de 16h à 4h du matin. Je suis revenu à 4h30, je me suis couché, je me suis réveillé à 14h. Clairement, mon rythme, il est bousillé, tu vois. Et je le sens fort sur ma vie, sur mon humeur, sur ce que je consomme, etc. J'essaie de rattraper un peu, c'est-à-dire que dès que je me suis levé, j'ai mangé comme si c'était mon repas du midi, j'ai pris une douche rapidement et je me suis dit, ok, il est 15h, et je me suis persuadé qu'il était 15h au moment où je suis sorti de chez moi. On dire, ok, c'est bon, voilà, et comme ça, je pourrais me coucher à l'heure qu'il faut et pas être décalé encore, etc. Garder un rythme de sommeil, ouais, c'est ça. Le sommeil, c'est quelque chose d'essentiel, et tu parles à quelqu'un qui fait une garde, quasiment une nuit blanche par semaine. C'est pas compliqué. C'est assez compliqué. J'ai un peu changé le rythme. Du coup, maintenant, je fais des cycles de jour et des cycles de nuit. D'accord. Mais biologiquement, le manque de sommeil vient perturber énormément les cycles hormonaux. Et qui dit cycle hormonaux perturbé dit activité physique perturbée, parce que du coup, derrière, on n'est pas apte, et dit aussi sécrétion hormonale différente, égale prise de poids, égale on va se tourner vers de l'alimentation qui est beaucoup plus plaisir pour compenser, donc les sucres, ça va être la dopamine, ces petits plaisirs faciles, et en fait, c'est un gros bazar. Et il faut savoir... Excuse-moi, je te coupe, mais surtout, si tu vis que la nuit, en fait, tu te dis au bout d'un moment, ah merde, le magasin il est fermé, ah bah je vais me commander un truc, exactement. Ou machin. Le rythme de vie change, ta sécrétion hormonale est entre guillemets de te faire à manger, machin, c'est ça. Ça pose plein d'autres soucis, et en plus, en sachant, à ça, il faut rajouter aussi qu'on a tous des chronotypes de sommeil qui sont différents. Il y a les fameux couche-tôt, lève-tôt, couche-tard, lève-tard, ceux entre les deux qui suivent le rythme du soleil. Il y en a différents types. J'ai une amie là-dessus, Aurélie Morin, qui en parle très bien, qui est spécialisée dans le sommeil là-dessus, et qui est en fait une ancienne insomniaque, donc elle a vraiment creusé le sujet. Wow. Et moi, je m'y suis aussi beaucoup intéressé de par ma profession, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas manger, par exemple, en tant que médecin, avant une garde de nuit pour éviter d'avoir le coup de pompe? Parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi, mais ton alimentation va venir influencer sur ton sommeil, sur la qualité de ton sommeil, à l'horaire à laquelle tu vas le prendre. Et c'est tout des choses où on revient sur cette médecine du bon sens, où tu vois, là, simplement, avec ces 4 piliers qui sont le psycho, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, bah, tu peux venir changer une vie. Ouais. Tu peux littéralement changer la vie de quelqu'un. C'est d'ailleurs là-dessus que je vais faire je suis en train d'écrire une conférence, je ne sais pas encore trop si ça sera une conférence ou un spectacle, où justement, en fait, de venir sur une première partie, parler à quel point la médecine moderne est incroyable dans tout ce qui va être grave, dans tout ce qui va être intensif, etc. Ces carences qu'on peut voir, et venir ouvrir justement sur cette médecine du bon sens, et pour que les gens repartent comme là aujourd'hui, et en tout cas, j'espère que ça sera le cas, avec certains messages clés. De se dire, en fait, sans rentrer dans les dogmes, sans rentrer dans la complexité, on peut faire des choses qui sont déjà... qui vont changer notre vie à toujours, quoi. Incroyable. J'ai trop envie de faire un deuxième épisode, du coup, de repartir sur des sujets, mais... Et bah, ça sera l'occasion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et justement, sur cette partie de... Ouais, les conseils qu'on peut donner aux gens, et en fait, limite la vie idéale, même si je pense que chacun est unique, mais ça serait intéressant de faire, pourquoi pas, un parcours, et de... Pourquoi pas faire une liste exhaustive ou non exhaustive de plein de choses, en fait, qui pourraient être cool à être mis... Complètement, à mettre en place, à venir... en fonction de son profil, etc. C'est ça. Parce que tout le monde a des métiers différents, tout le monde a des activités différentes. Par exemple, j'ai accueilli quelqu'un ici qui est livreur de colis quasiment tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est appelé d'une heure à l'autre, il peut partir, je sais pas moi, à 800 km pour aller livrer un colis et tout. Donc lui, il est très très souvent assis, et j'imagine qu'avoir un rythme pour lui, c'est compliqué. Donc aussi, lui expliquer, savoir comment lui, il peut mettre en place des choses pour qu'il ait la meilleure qualité de vie possible, tu vois. Voilà. Chacun est différent. C'est exactement ça. Et les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Et ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, parce que ça nous convient à un moment X, quand on a peut-être 20 ou 30 ans, c'est pas la même chose que quand on a 40 ou 50 ans avec des enfants. Évidemment.
Et en bonne recommandation, éventuellement, si tu veux que je conseille encore un petit livre, Vas-y. c'est celui de mon ami et associé sur plein de domaines, de David Nicolas, La routine des audacieux. J'interviens en plus il me cite sur 2 passages et j'étais très touché, mais qui fait justement un petit peu un résumé déjà de toutes ces choses. Donc, je peux conseiller là-dessus. Et sur les rythmes, il y a aussi Votre cerveau n'est pas fait pour être productif de Jérémy Courron là-dessus. D'accord. Avec tout ça, ça fait pas mal de. J'adore les bouquins comme ça. Il y a une période de ma vie, justement, où j'ai voulu changer complètement et ça a duré 1 mois et tout. Okay. J'ai plein de livres comme ça et c'était hyper intéressant. Je faisais des 10 000 pas par jour, exactement. Je partais un moment. Le matin, je me levais à telle heure. Méthode Pomodoro. Je faisais attention à ce que je mangeais. Le sucre, banni directement, instantanément. Et c'était, je crois, le meilleur mois de ma vie dans lequel je me sentais le plus en forme, là où j'avais la meilleure humeur. J'étais vraiment trop bien. Et je cherche à retrouver ce truc-là. Mais c'était une période de ma vie où tout était plus facile. J'avais pas autant de responsabilités. Bien sûr. Je faisais pas autant de choses. Mais j'ai hâte de pouvoir retrouver ce rythme-là. Et je sais qu'un jour, ça arrivera, le jour où j'aurai mis plein de choses en place. Et voilà. Faut réussir à s'organiser suffisamment. Et là, pour le coup, le bouquin L'animal exubérant. D'accord. Ça permettra de dézoomer tout ça. Ça reprend cet aspect de jeu, ça se prend cet aspect un peu évolutionniste de l'être humain. Il se lit vraiment très très bien. Alors pourtant, c'est quand même un bon pavé, mais que je recommanderais aussi à lire, peut-être même en premier avant tous ces bouquins, pour avoir vraiment ce petit déclic de se dire, mais attends, en fait, on peut vivre autrement dans cette société. Donc nous voilà, enfin, dans cette fameuse session d'hypnose. Je te disais, j'ai une petite appréhension parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai découvert l'hypnose. Ça fait peut-être 7-8 ans que j'ai vraiment compris ce que c'était, etc. Et en fait, je me suis toujours dit, je voulais me faire hypnotiser, mais j'ai jamais eu l'occasion de rentrer en contact avec quelqu'un. J'ai jamais vraiment cherché à faire ça. Donc là, c'est un peu le seul moment c'est le premier moment de ma vie où je vais pouvoir vraiment être hypnotisé, quoi. Et ben, justement, déjà, je te remercie de ta confiance parce que l'hypnose, c'est sûr que c'est quelque chose qui intrigue. C'est quelque chose qui suscite autant parfois la peur que l'excitation. En fait, l'hypnose, comme je te le disais tout à l'heure, c'est aussi apprendre à ne rien faire. On disait tout à l'heure que c'est basé sur la confiance. En effet, la conscience qu'on a pu construire aussi ensemble et que sans ta permission, je ne peux pas te faire de l'hypnose. Mais tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est juste une question de temps, de moment ou simplement de contexte. Il faut savoir que l'hypnose, pour que ça marche, il y a 3 piliers essentiels, comme on a évoqué tout à l'heure, qui sont l'imagination. Donc, être capable de faire appel à cet enfant intérieur qui va venir visualiser peut-être les différentes choses que je vais pouvoir t'évoquer. Être suffisamment concentré, être concentré sur ma voix, concentré sur ce que je vais te dire. Et aussi, accepter de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire simplement se laisser aller. Se laisser aller à la sensation et se rendre compte de ce qui peut se passer et de savoir qu'on est en sécurité. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est apprendre aussi des fois à ne rien faire. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent tellement bien faire qu'en fait, ça ne va peut-être pas fonctionner parce qu'ils ne vont pas lâcher prise. Ou à l'inverse, certains qui sont tellement réticents et tellement anxieux qui refusent de lâcher prise. Donc vraiment, sans ces piliers, on ne peut pas faire de la belle hypnose et rentrer dans l'hypnose profonde sans ces piliers. Mais après, on peut bien entendu les contourner. Mais aujourd'hui, le but, c'est de venir montrer qu'on peut faire de l'hypnose rapide et montrer qu'en fait, simplement en quelques secondes comme ça, on peut te faire rentrer dans un état de transe hypnotique, un état où tu es confortable, où tu entends tout ce qui se passe et à aucun moment, je prends contrôle de ta tête. À aucun moment, moi, je vais venir mettre le bazar dans ta tête parce que c'est pas du tout ça l'hypnose. L'hypnose, c'est justement cet état de relaxation. Comme j'aime bien dire, tu as le permis. Hein. Ça t'est déjà arrivé, tu pars du point A au point B. Je croyais que tu allais partir sur un truc. Ah non, j'aurais pu. Mais ça t'est déjà arrivé, tu pars du point A au point B, tu montes dans ta voiture, tu mets ta ceinture et entre le point A et le point B, tu te souviens même plus du trajet. Mais en fait, tu es dans cet état d'hypnose, cet état de transe, cet état de méditation. Et là, moi, ce que je propose aux gens, potentiellement, c'est qu'ils vont pouvoir aussi essayer chez eux. Je vais te demander de te mettre déjà les pieds bien au sol. Parce que l'hypnose, ça marche quand on est bien assis, bien au sol, le dos bien droit, c'est parfait. Et tu vas peut-être pouvoir pousser le micro parce que je pense qu'on n'en aura pas besoin pour l'instant. C'est parfait. Super. Et je vais t'inviter à venir tendre les 2 bras devant toi, comme ça. Super. Parfait, bien tendu. Et je vais t'inviter à venir imaginer un point entre tes mains, à venir fixer entre tes mains et venir imaginer un point. Et ce point, tu vas pouvoir lui donner une forme, venir lui donner une taille et une couleur. Et je vais t'inviter à prendre une grande inspiration par le nez et venir fermer les yeux. Et je vais t'inviter à venir imaginer qu'à l'intérieur de tes 2 paumes, je viens de mettre 2 énormes aimants à partir de maintenant. Ce qui fait que les aimants sont tellement puissants que les mains elles vont être attirées l'une par l'autre. Les aimants sont tellement puissants que les mains vont commencer à se rapprocher. Ils vont peut-être commencer à se rapprocher peut-être 10 fois plus vite à partir de maintenant. Super, sentir les mains qui se touchent, qui s'effleurent. Et pour certains qui vont peut-être plus lentement,
Les mains vont être attirées 100 fois plus vite à partir de maintenant. Chou. Et déjà, sentir cet état de relaxation. Et peut-être que comme Alex, vous allez pouvoir maintenant venir ouvrir les yeux et voir déjà que les mains se sont rapprochées de façon très rapide et tu vas pouvoir baisser les mains et peut-être déjà remettre le micro et nous dire ce que tu as pu ressentir déjà, Alex. Est-ce que tu as senti peut-être un courant, une chaleur, ou est-ce que c'est toi simplement qui les a attirés, tes mains? Non, je les ai pas attirés. Enfin, je pense que c'est moi, ma conscience qui les a attirés, mais ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. Super. Tu as peut-être senti un peu de chaleur, comme un petit courant. Ouais. Je sais pas si tu as déjà ressenti un petit peu quelque chose. Non, je sais. Ok, pas de souci. Et moi, ce que je propose, on va faire un deuxième test qui est quand même plus classique. Je vais te laisser juste repousser le micro. C'est que tu vas mettre les mains devant toi comme ça. Super. À distance confortable, devant ton visage. Serré. Tu vas venir serrer très fort les poignets. Tu vas finir serrer tellement fort que tu vas venir complètement chasser l'air entre tes doigts et bien venir verrouiller tes pouces. Super. Tu vas pouvoir sortir tes index, les écarter de quelques centimètres, voilà. Super, en verrouillant bien tes doigts. Tu vas pouvoir regarder entre tes doigts et regarder avec les mêmes aimants que tout à l'heure, les doigts vont se rapprocher à partir de maintenant. De plus en plus, de mieux en mieux. Et tu vas pouvoir prendre une grande inspiration et venir fermer les yeux. Super, et venir souffler et sentir cet état de relaxation, cet état de détente. Ces doigts qui sont complètement rapprochés par ces aimants qui sont extrêmement puissants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au compte de 3, tes doigts seront complètement collés, complètement soudés, qu'il sera impossible de les décoller. Avec le 1, je veux que tu appuies très fort tes index les uns contre les autres. Encore plus fort. Là, je ne vois pas. Appuie extrêmement fort tes index, beaucoup plus fort. 1000 fois plus fort, comme si la vie de quelqu'un que tu aimais très fort en dépendait. Avec le 2, je veux que tu imagines une colle indestructible que je viendrai mettre qui fait que tes doigts sont complètement collés, complètement soudés à partir de maintenant. Et avec le 3, quand je vais te le dire, ça sera complètement impossible de les décoller. Plus tu vas essayer de les décoller, plus les doigts sont complètement collés, complètement soudés. 3, tu peux essayer de les décoller et te rendre compte que c'est parfaitement impossible. Plus tu forces, plus les doigts sont collés, complètement soudés. Plus tu peux essayer de les décoller, plus c'est impossible. Plus ils sont complètement collés, complètement soudés. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux et te rendre compte que les doigts sont collés, qu'ils sont complètement soudés. Tu vas pouvoir regarder tes doigts et te rendre compte que c'est parfaitement impossible de les décoller. Et ce qui est génial, c'est que même si tu essayes, c'est parfaitement impossible. Et tu vas pouvoir venir toucher ton nez et tes doigts vont se décoller maintenant quand ils se touchent. Touche ton nez, les doigts se décollent. Super, Alex. Donc déjà, là, j'invite tout le monde à se dire que ces petits tests, c'est des choses qu'on connaît, qui sont assez classiques. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est de découvrir l'étape suivante, de te faire rentrer dans un état de transe hypnotique, cet état de relaxation. Donc ce qu'on va faire, Alex, tu vas pouvoir t'installer confortablement, les pieds au sol, comme c'est bien pour toi. Super, peut-être les mains un peu sur le côté, sur les jambes. Parfait. À un moment, tu vas peut-être pouvoir sentir que je touche ta main. C'est tout à fait normal. Et je vais t'inviter à regarder droit devant toi, peut-être sur certaines parties du décor et, comme tout à l'heure, venir imaginer un point. Toujours avec sa forme, sa taille, sa couleur. Et vraiment te concentrer sur ce point et peut-être déjà avoir la vision périphérique un petit peu plus floue. C'est tout à fait normal. Prendre à nouveau une grande inspiration par le nez et venir fermer les yeux. Super. Et sentir cet état de détente, de relaxation. Tu sais pas si c'est ton oreille droite ou ton oreille gauche qui m'entend ou si c'est simplement le calme à l'intérieur de toi et cette détente, cette relaxation. Plonger encore plus à l'intérieur de soi-même. Tu peux sentir tes paupières qui papillonnent, c'est tout à fait normal, ou peut-être t'as ton corps qui a envie d'osciller d'avant en arrière, alors que tu es beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché. Venir être complètement détendu, complètement relâché, et te laisser complètement bercer, complètement porter, et venir dormir. 5, 4, 3, 2, 1. Et venir imaginer que tu descends un escalier de 5 à 0. Avec le 5, la première marche, le 4 encore plus détendu, plus relâché. Le 3, le 2 plonge encore plus à l'intérieur de toi-même. Le 1 et le 0 venir dormir profondément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement un même petit test comme tout à l'heure. Dans quelques instants, quand je vais te le dire, tu seras complètement collé à ta chaise. On aura complètement collé tes fesses à ta chaise et il te sera impossible de te relever. Avec le 1, comme tout à l'heure, je veux que tu sentes le contact de tes fesses sur le siège, que tu viennes te concentrer, voire même peut-être même appuyer tes fesses au niveau du siège. Avec le 2, je vais mettre cette même colle qui t'a collé les doigts tout à l'heure ou n'importe quelle autre chose qui pourrait faire que tes fesses sont complètement collées au siège. Ce qui fait qu'avec le 3, quand je vais te le dire, et uniquement quand je vais te le dire, tu pourras ouvrir les yeux, essayer de te relever et te rendre compte que tu es complètement collé à ton siège. Que plus tu vas vouloir essayer de te relever, plus il te sera impossible de te relever. Plus tu seras complètement collé à ce siège. 3, vas-y, essaye et te rendre compte que c'est parfaitement impossible de te relever. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux, essayer de te relever et te rendre compte que c'est impossible de se mettre debout. Que plus tu forces, plus tu es collé au siège. Plus tu es complètement collé, plus tu es complètement soudé. Que peut-être que tu vas pouvoir montrer aux personnes que c'est impossible de se décoller.
que tu es complètement collé au siège, que plus tu forces, tout doucement, plus tu pèses extrêmement lourd. Peut-être même 1000 fois plus lourd que tout à l'heure. Que je viens rajouter peut-être un avion ou n'importe quelle autre chose, comme du ciment, qui viendrait prendre et qui viendrait cristalliser et que c'est impossible de se relever. Et moi, ce que j'ai invité à tout le monde à regarder, c'est le visage d'Alex. On peut voir que déjà, il a changé par rapport à tout à l'heure. Il a l'air beaucoup plus détendu, beaucoup plus cireux, et c'est tout à fait normal. On peut essayer de se relever et se rendre compte que c'est pas possible. Que plus tu forces, ça y est, c'est intéressant. Il force bien quand même. Et là, si tu te relèves, regarde, tout redevient normal maintenant, et tu vas pouvoir te relever naturellement. Ok. Tu vas pouvoir te rasseoir. Et moi, ce que je propose, c'est que tu fasses un petit feedback, justement, parce que c'est intéressant, c'est qu'Alex, on a pu voir qu'au début, il était collé à sa chaise, et que par la suite, il a pu se relever un peu plus. C'est ça, hein. Je te laisse peut-être remettre ton micro. Ouais. En fait, c'est étrange, mais bon, déjà, on entend tout. Ouais. Et je sais pas si c'est parce que c'est le fait que j'aime bien tout contrôler quand je fais un podcast, mais j'ai pas eu cette impression de mettre... quand tu m'as fait coller les doigts, par exemple, c'était clairement impossible pour moi. Ouais. Au moment où tu m'as dit de me relever, en fait, je voulais pas... En fait, je voulais, vraiment, au début, je n'osais pas. Au moment où je me suis dit, mais en fait, je le fais tellement naturellement, ça, de me relever, que en fait, je pourrais le faire. C'est ça. C'est au moment où j'ai commencé à me décoller un peu que j'ai dit, ouais, en fait, et à partir du moment où j'ai commencé à me décoller, je me dis, mais en fait, je peux aller jusqu'au bout, tu vois. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu m'as dit, par contre, là, tu peux vraiment le faire, là, je me suis dit, ok, je peux me lever. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment eu cette impression de confiance, en fait. Confiance en toi. Ça, c'est intéressant. Et donc là, en fait, on est sur une hypnose qui est assez légère et qui suffit largement pour venir travailler sur de la thérapie, des choses comme ça. Ça, c'est les petits trucs un petit peu classiques de spectacle, c'est les doigts qui collent. Je me sens vraiment très détendu. Là. Exactement. Je me sens vraiment bien. Ça me fait très plaisir. Moi, ce que je pourrais te proposer comme petite expérience, est-ce qu'on arriverait à dézoomer et peut-être pousser un peu la table pour que si tu te mets debout, on pourrait montrer quelque chose d'un petit peu peut-être de plus intéressant. Et ce qui est intéressant, Alex, c'est que tu me disais justement que tu aimes bien tout contrôler. Forcément, on est dans ton très beau studio. Donc, non, mais c'est vrai, il faut se le dire que c'est quand même un beau studio. Mais tu es dans ce besoin de contrôle, etc. Donc, moi, ce que je vais t'inviter à faire, si tu vas plus te mettre dans l'autre sens. Ce qui n'est pas très conventionnel de tourner le dos à la caméra. Mais ce que je vais t'inviter, là, c'est pour cette deuxième expérience, ça va être de vraiment venir poser cette casquette et venir simplement te prêter au jeu. Prêter à l'imaginaire, à cette détente. Tu me disais il y a quelques instants, là, quand on a installé la situation de debout, qu'on sentait vachement extrêmement détendu, extrêmement léger. Je vais t'inviter à coller tes pieds ensemble. Super, parfait. Laisser le bras le long du corps. Super, et tu vas pouvoir regarder devant toi et fixer toujours ce point. Ce fameux point où il a sa forme, sa taille, sa couleur. Et je vais t'inviter à venir fermer les yeux et venir replonger à l'intérieur de toi-même dans cet état de détente, cet état de relaxation. C'est l'état où on se sent bien. On est détendu. Relâché et dort. En profiter pour venir te détendre, te relâcher. Et c'est vraiment dommage, Alex, parce qu'on s'est retrouvé hors cadre, mais tu vas pouvoir profiter de cet état de relaxation, cet état de détente, cet état où tu te sens bien. Inviter Alex à venir faire une petite sieste, une relaxation. À venir imaginer un endroit où tu te trouves bien. Inviter les yeux à voir ses couleurs, certaines formes, et t'inviter à venir diffuser cette énergie de bonheur dans ton corps. Et ce que je te propose, c'est que quand je te le dirai avec le 5, ça sera comme une piqûre d'énergie, une piqûre d'adrénaline, mais juste ce qu'il faut pour que tu puisses finir la journée pour aller ensuite récupérer de ta nuit. Et 5 maintenant. Super. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir te rasseoir, Alex, je vais t'aider. Super. Et peut-être nous faire un petit retour à chaud, et j'ai un peu tourné tes caméras, je suis désolé. Mais dire un peu comment tu te sens. Je me sens vraiment détendu. J'étais pleinement conscient de ce que tu m'as fait faire là. Et ce qui est fou, c'est que moi, je pensais que les gens, quand ils étaient hypnotisés, ils n'étaient pas conscients de ce qui se passait. Je les faisais s'endormir, boum, et après ils partaient dans un espèce de coma ou quoi. C'est ça. Pas du tout. Ça, c'est un gros complètement mythe. Conscient. Et j'ai l'impression que je peux me réveiller à tout moment et que je peux me relever à tout moment, mais... Exactement, ça c'est un grand mythe. C'est qu'en fait, comme tu dis, on a l'impression de pouvoir se réveiller et repartir à n'importe quel moment. Ouais. Mais vu qu'on est bien, on reste dans cet état. C'est ça. Je pense qu'on verra très bien. Et même la position, elle était pas du tout confortable. Voilà, mais tu me disais, c'est confortable et tout. C'est et ça. je voulais pas bouger en fait. C'est ça. Et ben c'est parfait parce que c'est vrai que la logistique a fait que en trébuchant, tu t'es retrouvé de façon assez originale. Mais c'est vrai que tu semblais pas inconfortable et c'est très intéressant ce que tu dis spontanément. C'est que la position n'était pas inconfortable, mais pour autant, je voulais pas bouger parce que j'étais bien comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et du coup, en fait, c'est ça l'intérêt de la suggestion sous hypnose, où là, on est venu travailler, on a fait plusieurs choses en même temps.
en fonction de la réceptivité. Et en plus, je me suis dit, putain, attends, faut que je me relève là, on est hors cadre. Ouais, Et exactement. en fait, je t'ai entendu bouger la cage. J'ai dit, vas-y, au pire, tranquille, ça fait partie du truc et tout. Et c'est voilà. ça, exactement. Et on est dans cette idée de permissivité C'est ça. et de lâcher prise. Ouais. Parce que là, dans ce contexte, c'est hyper difficile de lâcher prise. Tu gères ton studio, le hors-cadre, etc. Ces pensées parasites font que tu peux pas partir dans un état profond d'hypnose. Mais pour autant, quand on est dans un contexte de spectacle ou même de soins, quand en fait, c'est un peu le principe de si on dit gratte-toi l'oreille droite, ça va te soulager la douleur, t'as rien à perdre que d'essayer. Donc en fait, dans un contexte de soins, quand on propose ça aux gens, en fait, T'es dans ton bureau, t'es dans un endroit qui est neutre. Là, ici, tu vois, c'est chez moi, entre guillemets. Enfin, c'est dans mon studio, donc c'est différent. Mais c'est bluffant. On va passer à la prochaine séquence, sans transition. Donc là, maintenant, JB, je vais te poser 10 questions où tu peux répondre uniquement par oui ou par non. Si tu as envie de développer, il n'y a pas de souci. Mais normalement, c'est des sujets qu'on n'a pas forcément encore traités durant le podcast. Ça peut être plutôt intéressant. C'est parti. Est-ce que tu penses qu'un jour, l'hypnose sera enseignée à la fac de médecine ? Oui. Tu penses que la médecine en France est en crise ? Oui. Tu crois que le système hospitalier décourage la vocation ? Oui. Tu t'es déjà toi-même hypnotisé ? Oui. C'est possible ? C'est possible. C'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose et c'est un outil très puissant. Oh, c'est incroyable. Je pensais pas. T'as déjà regretté d'avoir choisi la médecine ? Oui. Je dois reconnaître, il y avait des moments où c'était assez difficile et je me suis demandé ce que je faisais là, mais à l'heure actuelle, justement, par toutes les ouvertures qu'on peut avoir et de par mon parcours atypique, et j'encouragerais tous ceux qui sont dans les études de médecine ou qui veulent faire ça, de se dire qu'il y a aussi d'autres possibilités tout en sortant du moule. D'accord. Mais de continuer. Et même s'il y a des remises en question, c'est normal. Exactement. Ok. Tu préfères soigner un corps ou apaiser un esprit ? Les deux, on n'a pas le droit. Les deux, si, tu peux dire les deux. Tu crois que la peur peut être plus contagieuse qu'un virus ? Oui. Tu pourrais un jour quitter l'hôpital pour vivre uniquement de l'hypnose ? Non. Tu crois qu'un jour les IA feront mieux que les médecins ? Non plus. Tu penses que tout est une question d'état d'esprit ? Complètement. Oui. Impeccable. Du coup, petite recommandation, si t'as quelqu'un en tête ou pas forcément, ou même de toute façon tu m'as cité des livres, ça peut m'aller aussi. C'est vrai que je t'ai cité beaucoup de mes amis proches et de mon entourage, parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'importance de l'entourage, mais j'ai la chance d'être entouré par un groupe d'amis entrepreneurs où on réfléchit beaucoup à tous ces sujets ensemble, etc. Donc ça serait difficile d'en choisir un seul parmi ces nakamas qui se reconnaîtront. J'ai déjà cité beaucoup de leurs bouquins. Je pense aussi à Pierre Dufresne que j'ai pas cité, mon ami Slim. Mais en fait, j'aurais envie de te dire peut-être ma compagne justement pour cet aspect de comment gérer quelqu'un d'hyperactif, comment apporter cette complémentarité dans le couple. Parce que c'est vrai que Elle travaille sur quoi, ta compagne ? Alors, en fait, moi, ma compagne est chef de projet digital, donc elle gérait des équipes de développeurs et de graphistes. D'accord. Et maintenant, elle a embauché à 100% par Féroce, qui est du coup une boîte tenue par mon ami David Nicolas, qui est une boîte où on fait de la viande de très haute qualité avec une valeur environnementale, éthique, où en fait, on revoit complètement le process de la viande, parce qu'il faut savoir que toutes les allégations négatives qu'on peut faire sur la viande sont dues au fait que la viande rouge actuellement est plus un produit transformé que la viande de la viande réelle d'il y a 500 ans. Et en fait, on remet au goût du jour cette viande vraiment de façon éthique et bienveillante. Et du coup, maintenant, Solène est responsable événementiel et partenariat là-dessus. Et je pense que ça serait intéressant potentiellement de l'avoir au micro pour voir justement comment aussi voir l'envers du décor de cette gestion. Parce que c'est vrai que souvent, on voit souvent les gars ou les filles, mais peut-être souvent un peu plus les mecs là-dessus, qui font plein de trucs, qui gèrent, etc. Mais en fait, il faut se dire que derrière, il y a aussi d'autres gens qui sont vraiment en backup. Et je pense notamment aussi à Constance, qui est la femme de David, qui sont des femmes à elles deux extraordinaires parce qu'elles nous supportent au quotidien et elles arrivent à nous gérer dans notre hyperactivité. Trop bien. Eh ben écoute, merci JB d'avoir pris le temps de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu de votre côté. Et merci pour toutes ces recommandations en tout cas. J'espère que toi, tu as passé un bon moment en tout cas à parler en ma présence. Un excellent moment. Je serais ravi de revenir à ce micro avec toi. Et même dans le studio peut-être. Avec grand plaisir pour ce beau studio. Impeccable. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. J'espère que ça vous aura plu, que cette petite session d'hypnose aussi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si ça vous aura plu. On va continuer sur tous les projets qu'on a en cours en ce moment. On va continuer de vulgariser un peu la vidéo, de vous montrer le studio, de vous montrer tout ce qu'on fait dans la boîte de production. Et si vous êtes intéressé pour créer votre propre podcast, je vous rappelle que vous avez un lien en description pour réserver votre session directement. Donc voilà, c'était Alex de 360 Prod avec JB. Bonne journée tout le monde, bonne soirée, peu importe, bonne continuation. Et n'hésitez pas aussi parce que tous les podcasts sont disponibles sur les plateformes audio, Spotify, Deezer, etc. Donc vous les écoutez en voiture, avant ou après aller au travail, pendant les vacances, peu importe.
Donc voilà, ça faisait beaucoup, mais merci à tous et à la prochaine.